Une pauvre fille trouve un milliardaire enfermé dans une cage géante. Mais quand elle voit son visage, elle dit « Vous ressemblez à l'homme sur la photo que ma mère garde dans son sac à main ». Et ce qui se passe ensuite choque tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel se teinta d'orange lorsque June aperçut le papillon. Ce n'était pas un papillon ordinaire, ses ailes chatoyaient d'un bleu irréel sous le soleil de fin d'après-midi. June dessinait dans le jardin, mais son crayon lui échappa des doigts à l'instant où l'insecte volta devant elle. « Salut » murmura-t-elle en tendant prudemment la main. Le papillon s'envola, comme pour l'inviter à un jeu. June jeta un coup d'œil à la maison. Maman était occupée à préparer le dîner. Elle avait mentionné quelque chose à propos d'oignons et de pleurs. Elle ne comprendrait pas qu'on suive un papillon spécial. « Attends » supplia June, courant après la petite tache bleue qui s'envolait maintenant par le portail légèrement entrouvert. Elle n'était jamais sortie seule, mais le papillon semblait savoir exactement où aller. Il tournait aux bons endroits, s'arrêtait près des clôtures basses, attendait lorsque June prenait du retard. La rue tranquille se ramifiait en d'autres. June connaissait le chemin de l'école, de l'épicerie du coin, du terrain de jeu. Ce chemin était nouveau. Les maisons étaient plus espacées, les trottoirs moins entretenus. « Où m'emmènes-tu » demanda-t-elle, sa curiosité l'emportant sur sa peur. Le papillon vola plus haut, puis piqua par-dessus une vieille clôture en bois. June s'arrêta. Le terrain derrière la clôture était vaste et vide, envahi par les mauvaises herbes et jonché des restes de construction jamais achevés. Un terrain vague, du genre de ceux où maman lui disait toujours de ne pas aller. Le papillon se posa sur le haut de la clôture, ouvrant et fermant ses ailes comme pour dire « Viens, viens ». June regarda derrière elle. Elle ne savait pas exactement depuis combien de temps elle marchait. Le soleil brillait toujours, mais plus bas maintenant. Bientôt, maman l'appellerait pour le dîner et se rendrait compte qu'elle était partie. Juste un petit peu, se promit-elle. Et à sa mère absente. Elle trouva un espace entre les planches de la clôture. C'était petit, mais June l'était encore plus. Elle se glissa facilement, inhalant l'odeur de la terre et des hautes herbes. Ses baskets s'enfoncèrent légèrement dans le sol humide. Le papillon avança, passant devant du béton brisé et des briques. À un moment donné, quelqu'un avait essayé de construire quelque chose là. Maintenant, la nature reprenait ses droits. June continua, ignorant les petites égratignures que les broussailles laissaient sur ses bras. Le papillon semblait briller plus intensément maintenant, comme s'il avait sa propre lumière. Et puis elle la vit. Caché parmi de hauts arbustes et un tas de matériaux de construction abandonnés, il y avait une structure qui n'avait rien à faire là. Une cage. Une cage assez grande pour un homme. Et à l'intérieur, il y avait un homme. June s'arrêta net, soudain consciente des battements de son propre cœur. Ce n'était pas normal. Les gens ne restaient pas dans des cages. Les gens restaient dans des maisons, des bureaux, des magasins, pas dans des cages rouillées cachées dans des terrains vagues. Elle devrait courir. Elle devrait rentrer chez elle. Elle devrait le dire à un adulte. Mais l'homme bougea un peu. Un mouvement lent, comme si chaque centimètre demandait un effort considérable. Il était assis sur le sol sale, le dos contre les barreaux. Ce qui frappa le plus June, c'est que même dans cet endroit terrible, il portait un costume sombre et une cravate, maintenant tachée et déchirée, comme s'il avait été emmené directement d'une réunion importante à cette prison de fortune. Le papillon bleu volait en cercle autour de la cage, comme pour montrer à June ce qu'il l'avait amené à trouver. Puis il se posa délicatement sur une fleur sauvage qui poussait entre les pierres. L'homme ouvrit les yeux, des yeux lasses qui mirent quelques secondes à se fixer sur la petite silhouette qui se tenait à quelques mètres de là. June ne courut pas. Quelque chose dans ses yeux lui semblait familier, triste et perdu. « Salut » dit-elle de la même voix qu'elle utilisait pour parler au papillon. « Vous êtes blessé ?» Ce n'était pas une question. C'était évident qu'il l'était. L'homme tenta de se redresser, ajustant sa cravate souillée d'un geste réflexe. Ses lèvres étaient gercées, sa peau bien trop pâle sous une barbe naissante qui avait besoin d'être rasée. « Qui êtes-vous » Sa voix sortit rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. « June » répondit-elle en faisant un petit pas en avant. « Pourquoi êtes-vous dans une cage ? C'est un jeu » L'homme secoua lentement la tête. « Non, ce n'est pas un jeu. » Il déglutit avec difficulté. « Ou vous ne devriez pas être ici toute seule. C'est dangereux. » June pencha la tête, confuse. « Mais vous êtes là. » « Pas par choix, » dit-il, essayant de sourire mais ne réussissant qu'à esquisser une grimace qui révéla une dent cassée.
La cravate, autrefois parfaitement alignée, pendait maintenant lâche et tachée autour de son cou. June s'approcha un peu plus. Il y avait quelque chose dans son visage, quelque chose qui poussa son esprit d'enfant à chercher un souvenir. « Vous ressemblez à l'homme sur la photo que ma mère garde dans son sac à main », dit-elle soudain, les yeux écarquillés par la découverte. L'homme se figea. Ses yeux, qui avaient été mi-clos de douleur, s'ouvrirent complètement. « Quoi ? Qui est votre mère ?»« Maman, c'est maman », répondit June avec la logique simple d'un enfant. « Elle s'appelle Nora. Elle a une photo de vous dans son portefeuille. Vous souriez sur la photo. » L'homme agrippa les barreaux de la cage avec des mains blessées, ses doigts tremblants, le tissu fin de sa chemise se déchirant davantage avec le mouvement soudain. « Nora » répéta-t-il le nom comme une prière. « Nora White ?» June hocha la tête, surprise. « Vous connaissez ma maman ?» Il prit une profonde inspiration, comme pour essayer d'assimiler l'information. Son regard parcourut le visage de June, ses joues, son nez, ses yeux. Quelque chose dans ce regard mit June mal à l'aise, comme s'il cherchait quelqu'un d'autre en elle. « June », dit-il enfin, sa voix plus forte maintenant. « S'il te plaît, va chercher de l'aide. Dis à ta mère que tu m'as trouvé. Dis-lui que je suis vivant. » « Vous êtes malade ?» demanda June, remarquant à quel point il avait l'air faible dans ce costume qui avait dû être élégant autrefois. « Oui » répondit-il simplement. « Et je dois sortir d'ici. Tu feras ça pour moi ? Tu diras à ta mère que tu as trouvé un homme qui ressemble à celui de sa photo ?» June hocha fermement la tête. Aider les gens malades, c'était la bonne chose à faire. Maman le disait toujours. « Je vais chercher maman », promit-elle, se tournant déjà pour partir. « Attends », appela l'homme. « Comment m'as-tu trouvé ?» June montra le papillon bleu, toujours posé sur la fleur sauvage. Elle m'a montré le chemin. Et avant que l'homme ne puisse dire autre chose, June repartit en courant à travers le terrain, se glissant à travers la clôture brisée, essayant de se souvenir du chemin par lequel elle était venue. Le soleil tombait de plus en plus vite. Les ombres s'allongeaient. June courut encore plus vite, une nouvelle sorte de peur grandissant dans sa poitrine, non pas la peur de l'homme dans la cage, mais la peur de ne pas réussir à l'aider à temps. Nora regarda l'horloge pour la 3e fois en 5 minutes. Une main froide semblait lui serrer le cœur. June était en retard. 15 minutes depuis qu'elle l'avait appelé du jardin. 15 minutes de silence. « June !» cria-t-elle à nouveau depuis la porte arrière, sa voix montant d'une octave avec la panique grandissante. Le jardin était vide. Un dessin gisait abandonné sur le sol. Le portail était entrouvert. « Non, non, non !» murmura Nora en courant vers le portail. La rue de banlieue tranquille s'étendait dans les deux directions, sans aucun signe de sa fille. Elle était sur le point de courir à gauche, vers la maison de Sandra, sa voisine, où June jouait parfois, quand elle entendit une voix. « Maman ! Maman !» June courait sur le trottoir depuis la droite, les joues rouges, les cheveux collés à son front en sueur, les yeux écarquillés d'excitation. Nora sprinta à sa rencontre, s'accroupissant pour l'attraper par les épaules. « Où étais-tu ? Ne refais plus jamais ça. » « J'étais. » Les mots moururent sur ses lèvres quand elle remarqua les égratignures sur les bras de sa fille et la saleté sur ses vêtements. « Que s'est-il passé ? Tu es blessé ?» June secoua la tête, essayant toujours de reprendre son souffle. « Non, je ne suis pas blessé, mais lui, il l'est. Maman, il y a un homme dans une cage. Il a besoin d'aide. » Nora cligna des yeux, essayant de comprendre les mots. « Un homme dans une... De quoi parles-tu, June ? » Un papillon bleu m'a montré le chemin. Il y a un grand terrain avec des herbes hautes, et il est là, dans une cage. Les mots de June sortaient aussi vite que son cœur qui battait la chamade. Il est blessé, maman. Et très maigre. Il porte un costume tout sale. Nora se redressa lentement, serrant fermement la main de June. June, c'est très sérieux. Tu as vraiment vu quelqu'un enfermé ? Ce n'était pas un jeu ou quelque chose que tu as imaginé ? C'est vrai, maman. Il m'a parlé. Il m'a demandé d'aller chercher de l'aide. Nora sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si c'était vrai, mais comment cela pouvait-il l'être ? Les enfants imaginent des choses tout le temps. Peut-être que June avait vu un sans-abri, ou quelqu'un qui se reposait près d'une structure qui ressemblait à une cage. Et il te connaît, maman, continua June, tirant sur la main de sa mère avec urgence. Il a demandé si tu étais Nora White. Cela fit marquer une pause à Nora. Son nom de famille. Comment un étranger connaîtrait-il son nom de famille, à moins qu'il ne la connaisse vraiment ?
Comment connaissait-il mon nom, June? Tu le lui as dit? Non, j'ai juste dit Nora. Il a demandé si c'était Nora White et j'ai dit oui. June sautillait pratiquement d'anxiété. Viens, maman. Il commence à faire nuit. A-t-il dit autre chose? Demanda Nora, essayant de garder sa voix calme tandis que son esprit parcourait les possibilités. Aucune d'elles n'était bonne. June hocha vigoureusement la tête. J'ai dit qu'il ressemblait à l'homme sur la photo que tu gardes dans ton sac à main, et il est devenu tout bizarre. Il m'a dit de dire qu'il est vivant. Nora sentit le sang quitter son visage. La photo dans son sac à main, la seule photo qu'elle gardait. La photo qu'elle ne montrait jamais à personne, mais que June avait vue une fois en cherchant un mouchoir. June, dit-elle, sa voix disparaissant presque. À quoi ressemblait-il? L'homme que tu as vu. June réfléchit une seconde. Grand, avec une barbe, mais bizarre. Pas comme celle de tonton Marc. Et ses cheveux sont tout en désordre. Il porte un costume et une cravate, mais tout est sale. Oh, et il est blessé au visage et maigre. Vraiment maigre. Nora déglutit difficilement. Ça pouvait être n'importe qui. Ça devait être n'importe qui. J'appelle la police, dit-elle finalement, guidant June à l'intérieur. Tu leur montreras où c'est, mais nous irons avec de l'aide. Compris? June hocha la tête, soulagée d'être enfin crue. Il va aller bien, maman? Nous l'espérons, répondit Nora, composant déjà le numéro d'urgence, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait lui sortir de la poitrine. L'agent Thompson regarda Nora puis June, clairement sceptique. Alors, votre fille a suivi un papillon dans un terrain vague et a trouvé un homme enfermé dans une cage? Présenté ainsi, cela ressemblait à une histoire inventée. Nora sentit ses joues brûler. Je sais comment ça sonne, Admiral. Mais ma fille n'invente généralement pas d'histoires comme celle-ci. Et elle connaissait des détails qui m'ont glacé le sang. Des détails sur Joël. Des détails que June ne pouvait absolument pas connaître. Je peux vous montrer où c'est, insista June, tirant sur la manche de l'uniforme de l'officier. C'est loin, mais je me souviens du chemin. Thompson soupira, regardant sa partenaire, l'agent Chen. Elle haussa les épaules. Ça ne coûte rien de vérifier. Mieux vaut ça que de l'ignorer et de découvrir plus tard que quelqu'un avait vraiment besoin d'aide. D'accord, accepta Thompson. On va jeter un œil. Mais vous deux, restez dans la voiture pendant qu'on vérifie. Compris? Nora accepta, tenant la main de June alors qu'elle se dirigeait vers la voiture de patrouille. La nuit tombait vite. Combien d'heures cet homme, quel qu'il soit, avait-il attendu de l'aide? Le trajet fut court, suivant les indications hésitantes de June. Pour une petite enfant, la distance avait dû paraître plus longue. Mais en réalité, le terrain vague était à moins de 10 minutes en voiture. Là, indiqua June alors qu'il passait devant une vieille clôture en bois. Derrière cette clôture. Thompson arrêta la voiture et échangea un regard avec sa partenaire. Vous deux, restez ici. Verrouillez les portes. Nora regarda, le cœur serré, les deux officiers prendre leurs lampes de poche et s'approcher de la clôture. Thompson trouva une ouverture pour se faufiler et la paire disparut dans le terrain sombre. C'est vrai, maman, murmura June, sa voix devenue petite maintenant que la nuit était arrivée. Il est là. Nora caressa les cheveux de sa fille, prononçant des mots apaisants auxquels elle ne croyait pas entièrement. C'était impossible. Ce ne pouvait pas être lui. Joël avait disparu de sa vie il y a longtemps, de son propre chef. Même s'il était en ville, pourquoi serait-il enfermé? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? De longues minutes s'écoulèrent. Nora pouvait presque entendre les secondes s'égrener dans son esprit, chacune s'étirant en une éternité. Puis, par la radio de la voiture de patrouille, vint la voix urgente de Chen. Nous avons besoin d'une ambulance sur les lieux. Nous avons un homme, environ 35 ans, déshydraté, blessures multiples. Il est conscient et porte un costume d'affaires. Répétez, nous avons besoin d'une ambulance immédiatement. Nora ferma les yeux. C'était donc vrai. Il y avait vraiment un homme enfermé là-dedans, mais ça ne pouvait pas être. La radio crépita à nouveau. Répartiteur, la victime s'est identifiée comme étant Joel Holloway. Homme d'affaires porté disparu il y a 3 semaines. Confirmez l'identité. Le monde entier s'arrêta. L'air se figea dans les poumons de Nora. Le nom résonnait à ses oreilles comme une cloche assourdissante. Joel Holloway. L'homme de la photo. L'homme que June avait vu. L'homme qui avait autrefois fait partie de la vie de Nora, il y a si longtemps. L'homme dont elle avait enfoui le secret au plus profond d'elle-même.
Maman, la voix de June semblait très lointaine. Tu pleures. Nora toucha son propre visage, surprise de sentir des larmes. Elle n'avait pas réalisé qu'elle pleurait. Ça va, mentit-elle, serrant June contre elle. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as sauvé la vie de quelqu'un aujourd'hui. Au loin, des sirènes commencèrent à hurler, de plus en plus fort. Les gyrophares peignaient la nuit de rouge et de bleu. Des gens arrivaient. Des gens avec des questions. Des gens qui allaient relier les points. Joël était vivant. Et avec lui, le passé que Nora avait soigneusement caché était sur le point de refaire surface, poussé par des mains invisibles qui déplaçaient les pièces d'un puzzle oublié. Le papillon bleu, inaperçu de tous, se posa un instant sur le toit de la voiture de patrouille. Ses ailes brillèrent une dernière fois dans les lumières pulsantes. Puis il prit son envol, disparaissant dans la nuit qui enveloppait maintenant la ville comme une couverture. L'hôpital central bourdonnait d'activité. Médecins et infirmières se hâtaient dans le couloir du 4e étage, où étaient traités les cas les plus graves. Devant la chambre 412, 2 officiers montaient la garde, une précaution nécessaire lorsque la victime d'un crime pouvait encore être en danger. Joel Holloway était arrivé la nuit précédente, déshydraté, avec 3 côtes cassées, un poignet fracturé et de nombreuses contusions. Le costume coûteux qu'il portait lorsqu'il avait été trouvé avait été découpé par les ambulanciers et remplacé par une blouse d'hôpital. Sa cravate, conservée dans un sac en plastique avec ses autres effets personnels, était le seul vestige de son image autrefois impeccable de cadre supérieur, 3 semaines plus tôt à peine. Les médecins parlaient de miracle, vu son état, Joël aurait dû mourir des jours auparavant. Sa résilience surprenait même les professionnels les plus expérimentés. Il a quelque chose pour quoi vivre, commenta le docteur Rivera après avoir stabilisé ses signes vitaux. Parfois, cela fait toute la différence. Dans sa chambre, Joël dormait sous l'effet des médicaments. Son visage, maintenant propre, montrait des traits qui avaient autrefois empêché Nora de dormir la nuit, une peau plus fine, marquée par des cicatrices récentes, mais toujours reconnaissable comme l'homme qui souriait sur la photo dans son sac à main. Le détective Brennan attendait le bon moment pour poser les questions nécessaires. Qui pouvait vouloir faire du mal à un homme d'affaires aussi respecté? Pourquoi le garder en vie mais enfermé comme un animal? Quel secret cet homme détenait-il? Et peut-être la question la plus intrigante. Comment une enfant suivant un papillon avait-elle été la seule à le trouver alors que des dizaines d'officiers le cherchaient depuis des semaines? À l'hôpital, le secret ne put être gardé longtemps. Avant l'aube, les journalistes commencèrent à se rassembler sur le parking. Les spéculations grandissaient d'heure en heure. Des sources confirmaient que Joel Holloway, PDG de Holley Enterprises, porté disparu depuis 3 semaines, avait été retrouvé vivant, secouru dans des conditions inhumaines, enfermé dans une cage improvisée, sauvé par une enfant qui était tombée sur lui par hasard. Les autorités recherchaient des indices sur les responsables de l'enlèvement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La matinée commençait à peine et il était impossible d'allumer la télévision sans voir le visage de Joël sur une chaîne ou une autre. Et dans une petite maison de banlieue, à seulement 10 minutes de ce terrain vague, Nora regardait tout cela avec des mains tremblantes. Maman, c'est l'homme de la cage. June montra la télévision en mangeant ses céréales du matin. À l'écran, une photo plus ancienne de Joël, datant de jours meilleurs, confiant, souriant, portant un costume impeccable lors d'un événement d'entreprise. Nora hocha simplement la tête, incapable de former des mots. Elle avait passé toute la nuit éveillée, passant au crible souvenirs et doutes, se demandant ce qui allait se passer ensuite. June, avec l'innocence d'un enfant, considérait tout cela comme une grande aventure. Pour Nora, c'était comme si le passé revenait la hanter. « Est-ce qu'il va aller bien ?» demanda June en léchant sa cuillère. « Je pense que oui, chérie », Nora retrouva enfin sa voix. « Les médecins s'occupent de lui. On peut lui rendre visite ? Je veux lui montrer mon nouveau dessin. » Nora sentit son estomac se nouer. « Pas tout de suite, June. Il a besoin de se reposer. » Ce dont Nora avait vraiment besoin, c'était de temps. Du temps pour digérer. Du temps pour décider quoi faire. Du temps dont elle soupçonnait qu'elle ne disposait plus. Le téléphone n'arrêta pas de sonner toute la matinée. Amis, voisins, collègues, tous voulaient savoir si c'était vrai que la fille de Nora avait trouvé l'homme d'affaires disparu. Nora donnait des réponses vagues, protégeant June de cette attention soudaine. Au 10e appel, elle laissa le répondeur prendre le relais. « Madame White, c'est le détective Brennan de la police. Nous devons parler du sauvetage de Joel Holloway. Veuillez nous rappeler dès que possible. »
Nora s'assit sur le canapé, fixant le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Ce n'était qu'une question de temps avant que les questions ne commencent. Des questions auxquelles elle n'était pas sûre de vouloir répondre. À la télévision, un autre bulletin spécial commença. Le journaliste, l'air sérieux, relatait les derniers développements. Joel Holloway reste dans un état stable, mais des sources hospitalières affirment qu'il est conscient et coopère avec les autorités. La police continue d'enquêter sur l'enlèvement, considéré comme l'un des cas les plus étranges de ces dernières années. Holloway, 35 ans, est connu pour son ascension rapide dans le monde des affaires. Nora augmenta le volume, chaque mot à son sujet la heurtant comme une pierre. L'homme d'affaires avait récemment finalisé un accord de plusieurs millions de dollars avec Ver.X Corporation lorsqu'il a disparu sans laisser de traces. Les spéculations suggèrent que l'enlèvement est lié à cette transaction, bien que la police ne l'ait pas encore confirmé. Les images à l'écran passèrent au siège social de Holley Enterprises, un imposant bâtiment du quartier financier. Nora connaissait ce bâtiment. Elle avait visité le bureau de Joel une fois, au début de leur relation. À l'époque, il n'occupait qu'une petite suite, mais il parlait de l'avenir comme s'il pouvait déjà le toucher du doigt. « Je vais construire quelque chose qui dure », avait-il dit, les yeux brillants d'ambition, quelque chose qui fait une différence. Et apparemment, il l'avait fait, sans elle, sans savoir pour June. Le reportage continuait, montrant maintenant le manoir Holley, où la mère de Joel, Vivian, avait fait une brève déclaration ce matin-là. « Mon fils est un battant. Il l'a toujours été. Nous sommes reconnaissants qu'il ait été retrouvé et confiants dans son rétablissement complet. La famille demande le respect de sa vie privée pendant cette période difficile. » Nora sentit une vague d'amertume lui monter à la gorge. Vivian Holley, la femme qui lui avait clairement fait comprendre des années auparavant que Nora n'était pas assez bien pour son fils. La femme qui interceptait les lettres, bloquait les appels téléphoniques, construisait des murs entre Nora et Joel lorsqu'ils voyageaient pour affaires. « Maman ?» June apparut dans l'embrasure de la porte, serrant un dessin coloré. Nora éteignit rapidement la télévision. « Oui, chérie ? J'ai fait un dessin du papillon bleu. Tu crois qu'il va aimer ?» Nora regarda sa fille. De grands yeux expressifs, un sourire facile, un nez légèrement retroussé, des traits qui n'étaient pas les siens. Des traits qui appartenaient à Joel Holloway. « J'en suis sûre, » répondit-elle, la gorge serrée. Cet après-midi-là, Nora rappela enfin le détective Brennan. La conversation fut brève, professionnelle. Oui, June avait trouvé Joel par accident. Non, Nora ne connaissait personne qui pourrait vouloir lui faire du mal. Non, elle ne savait rien de ses affaires commerciales. De petits mensonges nécessaires, pour l'instant. Brennan parut satisfait, mais avant de raccrocher, il ajouta nonchalamment, « C'est étrange, vous savez. Quand nous avons demandé à M. Holley s'il vous connaissait, vous, votre fille, il est devenu très agité. Il a insisté pour vous remercier personnellement. » Nora ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration. Probablement parce que June l'a sauvée. Probablement, acquiesça Brennan, bien que son ton suggéra qu'il y avait plus à l'histoire. Quoi qu'il en soit, une fois qu'il sera plus fort, je suis sûr que vous aurez l'occasion de vous rencontrer. Après avoir raccroché, Nora resta assise, le téléphone toujours à la main. Ce n'était plus qu'une question de temps maintenant. Joel était conscient. Joel voulait la voir. Joel aurait des questions. Combien de temps, se demanda-t-elle à voix haute, avant qu'il ne regarde June et ne se voie en elle. Elle se leva et se dirigea vers le petit bureau où elle gardait les documents importants. Au fond du dernier tiroir, caché sous une pile de factures, se trouvait une boîte en bois sombre. À l'intérieur, tout ce qu'elle avait essayé d'enterrer, des lettres jamais envoyées, des photos d'un été parfait, un test de grossesse positif glissé dans une enveloppe, et le document qu'elle n'avait montré à personne. L'acte de naissance de June, le nom du père laissé en blanc, un choix que Nora avait fait lorsqu'elle avait réalisé que Joel ne reviendrait jamais. Mais maintenant, il était de retour, guidé par un papillon bleu directement dans une vie qu'il ne savait pas qu'il avait. Nora ferma fermement la boîte, comme si elle pouvait y emprisonner le passé. Mais il était trop tard. Le temps enfoui poussait déjà le couvercle, prêt à déverser des secrets longtemps cachés. Dehors, le soleil de fin d'après-midi brillait sur le jardin où June jouait, inconsciente de l'orage qui se préparait. Sur la télévision en sourdine, le visage de Joel Holley continuait d'apparaître, côte à côte avec des images de l'hôpital où il se battait non seulement pour sa santé, mais aussi pour les pièces manquantes de son histoire. Joel était vivant, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, le père de son enfant. Et avec son retour,
Les secrets de Nora ne resteraient pas secrets bien longtemps. La nuit tomba enfin, apportant le silence dans la maison de Nora. June dormait paisiblement, serrant contre elle le nouveau dessin du papillon bleu qu'elle avait fait plus tôt. Après une journée pleine d'appels téléphoniques et de nouvelles, le calme semblait presque irréel. Nora était assise sur la véranda arrière, une tasse de thé à la main. Le liquide avait refroidi depuis longtemps, oublié tandis que son esprit vagabondait dans le passé. 7 ans. 7 ans qu'elle n'avait pas vu Joël. Maintenant, il était de retour, ramené par un enchaînement d'événements orchestrés par le destin, ou par un papillon bleu. Elle ferma les yeux, se laissant dériver dans le temps, à l'époque où tout semblait possible, où l'amour semblait suffire. Nora venait d'avoir 22 ans lorsqu'elle avait rencontré Joël Holloway. Elle travaillait comme serveuse dans un café près de l'université, économisant de l'argent pour terminer ses études. Joël venait tous les jours, s'asseyait au même endroit et commandait le même café noir. Contrairement aux autres clients en costume, il lui parlait toujours, jamais de la météo ou de banalité. Il lui posait des questions sur ses rêves, ses projets, les livres qu'elle lisait pendant ses pauses. « Tu es différente », lui avait-il dit un jour en payant l'addition. « Il y a une lumière dans tes yeux. » Nora avait ri, pensant que ce n'était qu'une phrase de drague sophistiquée. Mais Joël n'avait pas souri. Il l'avait regardée avec une intensité qui lui avait coupé le souffle pendant une seconde. « Je suis sérieux. La plupart des gens que je connais ont des yeux ternes. Ils traversent la vie sans vraiment vivre. Pas toi. » Le lendemain, il lui avait laissé sa carte avec son numéro de téléphone. Une semaine plus tard, ils avaient eu leur premier rendez-vous. Un mois plus tard, Nora savait qu'elle était éperdument amoureuse. À 26 ans, Joël montrait déjà l'ambition qui ferait un jour de lui un entrepreneur à succès. Il travaillait dans un petit cabinet de conseil, mais avait de plus grands projets. La nuit, il développait ses propres idées, parlait de marché et d'opportunités, de changer le monde. Nora croyait chaque mot. « Tu peux le faire », disait-elle chaque fois qu'il doutait. « Tu as quelque chose de spécial. » Pendant un an, ils vécurent un amour passionné qui consumait tout autour d'eux. Ils partageaient un minuscule appartement, de grands rêves et la certitude qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Joël parlait de l'avenir comme s'il l'avait tracé d'avance. La croissance de l'entreprise, la maison qu'ils auraient, les enfants. Puis vint l'opportunité. « C'est sur la côte ouest », expliqua Joël, les yeux brillants d'excitation. Un investisseur sérieux, Nora. Quelqu'un qui croit en mon projet. Nora sentit son cœur se serrer. Combien de temps? Quelques mois, peut-être un an, le temps qu'il faudra pour établir l'entreprise. Un an, répéta Nora, la réalité de leur séparation s'imposant à elle. Joël lui prit le visage entre ses mains. Je reviendrai pour toi. Je te le promets. Dès que tout sera en place, je reviendrai et nous construirons notre vie ensemble. Ou tu pourras venir quand les choses se seront calmées. Je dois finir mon diplôme, lui rappela-t-elle. Il ne lui restait que 2 semestres pour obtenir son diplôme. Alors je reviendrai, insista-t-il. Attends-moi. Et Nora attendit. À l'aéroport, alors qu'elle le regardait embarquer, il promit d'appeler dès son atterrissage. Et il le fit. Pendant les premières semaines, ils se parlaient quotidiennement, s'envoyaient des emails et des SMS. Joël parlait de réunions, de contacts, de la façon dont tout avançait plus vite qu'il ne l'avait imaginé. « Ma mère est là », dit-il environ un mois plus tard. Elle est venue m'aider à organiser certaines choses. Nora sentit un frisson. Elle n'avait rencontré Vivien Holloway qu'une seule fois, lors d'un dîner désastreux. La femme avait clairement fait comprendre, sans le dire directement, qu'elle considérait Nora indigne de son fils. Une serveuse, avait-elle dit en regardant Nora par-dessus le bord de son verre de vin. Comme c'est pittoresque. Joël s'était disputé avec sa mère cette nuit-là. Il avait défendu Nora, dit qu'il l'aimait et que son milieu social n'avait pas d'importance, mais le mal était fait. Nora n'oublia jamais le regard de Vivien. Calculateur, déterminé, comme si elle complotait quelque chose. 2 mois après le départ de Joël, les appels téléphoniques devinrent plus courts et moins fréquents. « Je suis occupé à l'entreprise », expliquait-il. Réunion toute la journée. 3 mois plus tard, un appel différent. Joël semblait épuisé, distant. « Je serai injoignable pendant quelques semaines. » Un voyage d'affaires à l'étranger. « Où ça ?» demanda Nora. « En Asie. Tout s'est passé si vite. Je te laisse le numéro de ma mère. Si tu as besoin de quelque chose, parle-lui. Elle relaiera les messages. » Ce fut la dernière fois que Nora entendit la voix de Joël.
Les semaines se transformèrent en mois. Elle composa tous les numéros qu'elle avait, mais ils tombaient sur la messagerie vocale. Elle envoya des emails qui ne furent jamais répondus. Finalement, désespérée, elle appela Vivien. « Joël est très occupé », dit la femme, sa voix aussi froide que la glace. « Il a eu vos messages, bien sûr. Mais comprenez bien, ma chère, il construit un avenir. Il ne peut pas être distrait. Puis-je lui parler? Juste 5 minutes? Il est au Japon maintenant. Fuseau horaire délicat. » Nora écrivit des lettres, de longues lettres détaillant ses journées, ses sentiments, ses projets pour son retour. Elle les envoya à l'adresse que Vivien lui avait fournie à contre-cœur. « Je m'assurerai qu'il les reçoive », avait promis la femme. Mais les réponses ne vinrent jamais. Puis vint le test de grossesse positif. Une vie qui grandissait en elle, créée lors de ces dernières nuits ensemble avant le départ de Joël. Nora appela tous les numéros qu'elle avait, envoya des messages urgents. « Nous devons parler. C'est important. » Finalement, Vivien décrocha une fois de plus. « Il est passé à autre chose », dit-elle sèchement. Il a pensé qu'il valait mieux ne pas rester en contact. « Vous êtes jeune, Nora. Vous devriez aussi passer à autre chose. » « Mais j'ai besoin de lui parler. Je suis enceinte. » La voix de Vivien devint encore plus froide. « Et comment pouvons-nous être sûrs que c'est le sien ?» L'accusation frappa Nora comme une gifle. Elle raccrocha, incapable de continuer. Les jours suivants, elle tenta encore quelques fois, mais le numéro de Vivien avait été bloqué. Les emails revenaient avec la mention « non distribuable ». Les lettres étaient retournées à l'expéditeur. Joël avait disparu de sa vie aussi complètement que s'il n'avait jamais existé, à l'exception de l'enfant qui grandissait dans son ventre. Nora ouvrit les yeux, revenant au présent. La tasse de thé était toujours dans ses mains, froide. La lune éclairait le petit jardin arrière. Les larmes qu'elle n'avait pas remarquées auparavant avaient séché sur ses joues. 7 ans, elle avait attendu. Pas activement, pas tous les jours. Mais une partie d'elle n'avait jamais cessé d'attendre. La même partie qui gardait toujours cette photo dans son sac à main. Elle se leva et se dirigea silencieusement vers la chambre de June. Dans l'obscurité, elle pouvait voir la silhouette de sa fille endormie. Le plus grand cadeau que Joël lui avait fait sans le savoir, la raison pour laquelle elle avait trouvé la force de continuer. Elle avait élevé June seule, avec l'aide d'amis, travaillant des heures supplémentaires, étudiant tard pour finir son diplôme. Elle n'avait jamais mis le nom de Joël sur l'acte de naissance. S'il ne voulait pas faire partie de leur vie, il ne serait pas forcé de le faire. Mais maintenant, il était de retour. Et la vérité, celle que Nora gardait dans son cœur, était qu'elle n'avait jamais vraiment cru que Joël l'avait abandonnée par choix. Quelque chose dans la façon dont tout s'était passé semblait anormal. La coupure abrupte de la communication, les mots froids de Vivien. Peut-être, pensa Nora en touchant légèrement le visage de sa fille endormie, peut-être était-il temps de découvrir ce qui s'était réellement passé. Les cicatrices invisibles qu'elle portait depuis 7 ans commencèrent à palpiter, lui rappelant des blessures jamais complètement guéries, des blessures qu'il faudrait maintenant affronter. Le lendemain matin apporta un ciel gris, comme si même le temps hésitait, partagé entre la pluie et le soleil. Nora fixait son placard ouvert, essayant de décider quoi porter pour aller à l'hôpital. Une partie d'elle, la partie fière et blessée, voulait avoir l'air bien, forte, comme si les 7 dernières années avaient été clémentes, et non un combat constant. « Maman, on va être en retard. » La voix de June résonna dans le couloir. Nora attrapa une robe simple mais élégante. Elle n'essayait d'impressionner personne, se dit-elle. Elle voulait juste se sentir en confiance. June attendait déjà dans le salon, tenant le dessin du papillon bleu soigneusement plié dans ses petites mains. Elle s'était réveillée plus tôt que d'habitude, excitée par la visite. « Tu crois qu'il va aimer ?» demanda-t-elle, montrant le dessin pour la 3e fois ce matin-là. « J'en suis sûre, » dit Nora, vérifiant une dernière fois son sac à main pour s'assurer qu'elles avaient tout. Ce qu'elle n'avouait pas à sa fille, c'était le tourbillon d'émotions qui l'agitait à l'intérieur. Peur, colère, confusion, et une petite étincelle perfide d'espoir qui refusait de mourir. Une étincelle qui avait survécu à 7 ans de silence. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut court, mais il parut interminable. June bavardait, inconsciente du silence de sa mère. Elle parlait de l'homme dans la cage, de la façon dont le papillon bleu lui avait montré le chemin, de sa joie qu'il aille mieux. « Il avait l'air si triste dans cette cage, » dit June en regardant par la fenêtre de la voiture. « Tu crois qu'il a des enfants ?» La question frappa Nora de manière inattendue. « Je ne sais pas, chérie. Pourquoi demandes-tu ça ?»
June haussa les épaules. J'ai juste pensé que ça devait être triste d'être enfermé dans une cage, loin de sa famille. Nora serra plus fort le volant, se concentrant sur la route. Oui, ça doit être très triste. En garant la voiture, Nora prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Tu te souviens de ce dont on a parlé ? Demanda-t-elle en ajustant la veste légère de June. On va juste demander comment il va, lui donner ton dessin, et puis on partira. Monsieur Hollet a besoin de se reposer. June hocha la tête, bien que ses yeux brillassent de l'espoir d'une visite plus longue. Je peux lui parler de mon école ? On verra, dit Nora, ne faisant aucune promesse. L'hôpital était moins bondé que Nora ne s'y attendait, mais des journalistes rôdaient toujours près de l'entrée principale. Elle serra plus fort la main de June et utilisa une entrée latérale pour éviter les caméras. Les premiers titres sur le sauvetage de Joël continuaient d'attirer l'attention, bien que légèrement moins intense maintenant. À la réception, une jeune infirmière sourit en reconnaissant June grâce aux photos des journaux locaux. « C'est toi la fille qui a trouvé Monsieur Hollet, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en se penchant par-dessus le comptoir. « Comme tu as été courageuse. » June sourit timidement tandis que Nora expliquait pourquoi elles étaient là. « Chambre 412, 4e étage, » dit l'infirmière. « Mais je crois qu'il y a quelqu'un avec lui en ce moment. » L'ascenseur montait lentement, chaque étage faisant battre plus vite le cœur de Nora. Que lui dirait-elle ? Comment expliquerait-elle 7 ans de silence ? Et s'il lui demandait pourquoi elle avait cessé d'essayer de le joindre ? « Tu es nerveuse, maman ?» demanda June en lui serrant la main. « Ah peu, ami Nora. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Monsieur Holloway. »« C'est ton ami ?»« Ami. » Le mot semblait si inadéquat, si petit pour décrire ce que Joël avait été. Nous étions proches, il y a longtemps. L'ascenseur s'arrêta au 4e étage. Nora redressa sa robe, prit une profonde inspiration et sortit avec June à ses côtés. Le couloir blanc semblait interminable, chambre 408, 410, puis enfin 412. Elle venait d'arriver à la porte quand celle-ci s'ouvrit. Une femme élégante sortit, ajustant son manteau coûteux d'un geste souple. Nora se figea sur place, reconnaissant immédiatement le visage de ses pires cauchemars. Vivian Holloway. 7 ans avait peu changé la mère de Joël. Peut-être quelques cheveux gris de plus, savamment couverts, peut-être des rides plus profondes autour des yeux. Mais sa posture était toujours parfaite, son regard acéré, son air de supériorité intact. Vivian s'arrêta brusquement, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde en reconnaissant Nora. Puis elle baissa les yeux sur June, qui serrait son dessin du papillon bleu. Quelque chose de froid et de calculateur traversa le visage de la femme plus âgée. « Madame White, dit-elle enfin, la voix contrôlée. Quelle surprise !» Nora se sentit comme si elle avait à nouveau 17 ans, jugée par ses mêmes yeux. Mais maintenant, l'enjeu était plus grand. Sa fille était là, regardant curieusement l'étrangère qui bloquait l'embrasure de la porte. « Nous sommes venus voir Joël, » dit Nora, gardant sa voix stable. June voulait voir comment il allait. Vivian étudia la fillette pendant un moment inconfortablement long, son regard parcourant le visage de June avec une intensité troublante. Quand elle reprit la parole, son ton était calculé, doux. « Vous devez être la petite héroïne qui a trouvé mon fils. Comme vous avez été courageuse. » June, habituellement bavarde, hocha simplement la tête, se rapprochant instinctivement de Nora. « Je lui ai apporté mon dessin, » dit-elle finalement, tendant le papier plié. « C'est le papillon bleu qui m'a montré le chemin. » Un instant, quelque chose vacilla sur le visage de Vivian. Un soupçon d'émotion, rapidement réprimé. Elle regarda à nouveau Nora, et toute trace de chaleur disparut. Joël se repose maintenant. Les médecins viennent de lui donner des médicaments. June veut juste lui donner un dessin, insista Nora. Nous ne resterons pas longtemps. L'expression de Vivian se durcit, et elle fit un pas en avant, bloquant efficacement l'entrée. Sa voix tomba à un murmure glacial que seule Nora pouvait entendre. Il revient enfin à une vie normale. Nous reconstruisons ce qui a été brisé. Ses yeux se portèrent rapidement sur June. Je ne vous laisserai pas débarquer maintenant et compliquer les choses. Pas cette fois. Nora sentit le sang lui monter au visage, la colère montant en elle. Il a demandé à nous voir. Le détective nous a amenés ici hier. Une erreur, répliqua vivement Vivian. Joël ne pense pas clairement après ce qu'il a traversé. Je le protège, comme je l'ai toujours fait. Comme je l'ai toujours. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Nora, ravivant tous les soupçons qu'elle avait enfouis au fil des ans.
Les lettres sans réponse, les appels bloqués, les messages qui n'arrivaient jamais. Vous n'avez pas le droit d'empêcher cette visite, murmura Nora si doucement que les mots sortirent à peine. J'ai été clair sur le fait que nous voulions le voir. Le visage de Vivien resta impassible, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. Vous avez disparu de sa vie pendant 7 ans, siffla-t-elle, chaque mot tranchant comme de la glace. Et maintenant, vous apparaissez soudainement avec une enfant à la remorque. Quel est votre plan, exactement? Nora soutint le regard de Vivien sans ciller. Je ne prévois rien. June lui a sauvé la vie. Elle veut juste savoir s'il va bien. Quelle fascinante coïncidence, ne trouvez-vous pas? Les yeux de Vivien se plissèrent légèrement en regardant à nouveau June. De toutes les personnes de cette ville, c'est votre fille qui l'a trouvée. L'implication flottait dans l'air entre elles. Nora sentit sa gorge se serrer. Vivien avait toujours été passé maître dans l'art de la faire se sentir petite, inadéquate et suspecte. C'est le papillon, intervint June, apparemment inconsciente de la tension entre les deux femmes. Elle m'a montré le chemin. Vivien regarda l'enfant avec une expression mêlant dédain et curiosité. Puis elle se tourna vers Nora avec un sourire étudié. Joël a besoin de paix et de tranquillité maintenant. Pas de distraction du passé. Maman, June tira sur la manche de la robe de Nora. On peut lui donner le dessin maintenant? Avant que Nora ne puisse répondre, Vivien se tourna vers June avec un sourire calculé. Pourquoi ne me donnes-tu pas le dessin, ma chère? Je te promets que je m'assurerai qu'il l'ait dès qu'il se réveillera. June leva les yeux vers Nora, clairement mal à l'aise, serrant le papier contre sa poitrine comme pour le protéger. Nous ferions mieux de revenir un autre jour, June, dit finalement Nora, posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Monsieur Holloway a besoin de se reposer maintenant. Vivien sourit triomphalement, puis se tourna vers Nora avec une expression poliment distante. Merci d'avoir aidé mon fils, mais vous pouvez partir maintenant. Ce vieux mépris était là, dans le sous-entendu de son congédiement courtois, le même ton qu'elle utilisait au téléphone des années auparavant, disant à Nora que Joël était trop occupé pour lui parler. Nora déglutit, gardant le silence. Une partie d'elle, la partie jeune et peu sûre d'elle, voulait fuir ce couloir, cet hôpital, ses souvenirs. Mais une autre partie, la femme qui avait survécu seule pendant 7 ans, refusait d'être ainsi congédiée. « Viens, June, dit-elle finalement, sa voix calme et ferme. Nous reviendrons quand Monsieur Holloway se sentira mieux. » Vivien arqua un sourcil, interprétant clairement les mots comme une retraite. « Il n'est pas nécessaire de le déranger à nouveau. La famille apprécie votre sollicitude. » Il nous a demandé, répéta Nora, fixant Vivien. Nous reviendrons. Quelque chose dans le ton de Nora fit subtilement changer l'expression de Vivien. Un éclair d'inquiétude, peut-être même d'incertitude, traversa le visage de la femme plus âgée. Nora prit la main de June et se détourna. Elle pouvait sentir le regard de Vivien Holloway lui transpercer le dos alors qu'elle marchait le long du couloir vers l'ascenseur. « Maman, pourquoi cette dame ne nous aime pas ?» demanda June quand elles furent assez loin. Nora soupira, cherchant des mots assez simples pour expliquer quelque chose de si compliqué. Certaines personnes sont très protectrices envers ceux qu'elles aiment. Mais on voulait juste lui donner un dessin, insista June, sa logique d'enfant incapable de saisir les complexités adultes. Je sais, ma chérie. Nora lui serra la main. Peut-être qu'on pourra réessayer un autre jour. Alors qu'elles attendaient l'ascenseur, Nora jeta un dernier regard en arrière. Vivien se tenait toujours là, sentinelle à la porte de la chambre 412, gardant Joël comme elle l'avait toujours fait, tenant Nora à distance comme elle avait toujours essayé de le faire. Mais quelque chose avait changé, réalisa Nora alors que l'ascenseur arrivait. Quelque chose de fondamental et d'irréversible. Dans les yeux de Vivien, au-delà de sa froideur habituelle, il y avait quelque chose de nouveau. De l'inquiétude, peut-être même de la peur. Parce que maintenant, Nora n'était plus seule. Elle avait June à ses côtés, l'enfant qui, par quelque miracle ou destin, avait trouvé Joël alors que toutes les ressources et relations des Holloway avaient échoué, la fille qui avait suivi un papillon bleu et tout changé. Dans la voiture, June demanda si elle pouvait revenir demain. Nora regarda sa fille, la détermination dans ses yeux, le courage dont elle avait fait preuve en suivant un terrain vague effrayant pour sauver un étranger. « On essaiera, » répondit-elle, une nouvelle résolution grandissant en elle. Il y a 7 ans, Nora avait abandonné. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle était seule face à un mur de silence. Jeune, effrayée, sans les moyens de combattre une famille puissante comme les Holloway. Mais maintenant, c'était différent.
Maintenant, elle avait June. Et peu importe les efforts de Vivien, elle ne pouvait nier que c'était cette petite fille qui avait sauvé son précieux fils alors que toute la puissance et les ressources des Olay avaient échoué. « Maman, dit June alors qu'elle s'éloignait en voiture, je crois qu'il serait content de mon dessin. »« Je le crois aussi, chérie, » répondit Nora, une nouvelle détermination s'épanouissant en elle. « Et nous nous assurons qu'il l'est. » Car Vivien Holloway avait peut-être gagné une bataille aujourd'hui, mais la guerre ne faisait que commencer. Et cette fois, Nora ne se battait pas seulement pour elle-même ou pour un amour passé. Elle se battait pour quelque chose de bien plus grand. Elle se battait pour la vérité. La chambre d'hôpital semblait plus petite chaque jour. Joel Holloway, assis sur le bord de son lit, regardait par la fenêtre le monde au-delà, un monde qu'il avait failli perdre à jamais. 3 semaines dans l'obscurité de cette cage rouillée lui avaient appris à apprécier les choses les plus simples, la lumière du soleil, le vent sur son visage, la liberté de simplement marcher. Et des visages, surtout 2 visages qu'il ne parvenait pas à chasser de son esprit. « Monsieur Holloway, vos médicaments. » L'infirmière entra avec un verre d'eau et quelques pilules. C'était la 5e semaine de convalescence et les médecins mentionnaient qu'il pourrait sortir dans quelques jours. Joël avala les pilules machinalement, regardant toujours par la fenêtre. « Merci, Claire. » Quand elle partit, Joël prit son nouveau téléphone. Son ancien avait disparu en même temps que lui le jour de l'enlèvement. Il fit défiler jusqu'à un contact récemment ajouté, Marcus Daniels, détective privé. Il tapa un bref message, « Des nouvelles ?» La réponse arriva quelques minutes plus tard, adresse confirmée. « Nous vous enverrons les détails bientôt. » Joël ferma les yeux, ressentant à la fois soulagement et appréhension. Depuis qu'il avait appris que Nora et June avaient essayé de lui rendre visite et que sa mère les en avait empêchés, ce qu'il avait découvert grâce à une infirmière bavarde, il savait qu'il devait les retrouver. La porte s'ouvrit et sa mère entra, élégante comme toujours, portant un dossier de documents. « Les médecins disent que vous pourriez sortir dans 2 jours, » annonça Vivien, posant le dossier sur la table. « Tout est prêt pour votre retour. La maison est préparée, la sécurité a été renforcée, et j'ai pris des rendez-vous avec les meilleurs spécialistes pour poursuivre votre traitement. » Joël hocha la tête sans enthousiasme. Depuis la visite contrariée de Nora, quelque chose avait changé entre lui et sa mère. Un silence lourd, des questions non posées flottant dans l'air. « As-tu empêché Nora et sa fille de me rendre visite ?» dit-il enfin, sans la regarder. Vivien marqua une pause au milieu du rangement des papiers. « Tu avais besoin de repos, pas de complications du passé qui ressurgissent soudainement. Comme tu l'as toujours fait, n'est-ce pas ? De quoi parles-tu » Joël se tourna enfin pour lui faire face. « Il y a 7 ans. Les lettres, les appels. Tu t'es toujours interposé. » Le visage de Vivien se durcit. « J'ai fait ce qui était le mieux pour toi. Cette fille était une distraction par rapport à tes objectifs. Regarde jusqu'où tu es arrivé sans elle. Regarde où j'ai fini, » répéta amèrement Joël, montrant les ecchymoses qui marquaient encore son corps. Un homme d'affaires prospère qui a failli mourir dans une cage. Seul. « Joël, je t'ai laissé contrôler ma vie pendant trop longtemps, mère. » Sa voix était calme mais résolue. « Je ne vais plus laisser faire ça. » Vivien étudia son fils, voyant quelque chose de différent en lui. L'expérience de mort imminente avait changé quelque chose de fondamental chez Joel Holloway. Le fils qui suivait toujours ses conseils, faisait confiance à ses décisions, la regardait maintenant avec de nouveaux yeux. « Que as-tu l'intention de faire » demanda-t-elle enfin. « Recommencer » répondit-il simplement. « Réparer ce qui a été brisé. Récupérer le temps perdu avec elle. » Après 7 ans, Vivien secoua la tête. « Les gens changent, Joël. Ce n'est plus la même fille que tu connaissais. » Un léger sourire effleura les lèvres de Joël. « Tu as raison. Elle ne l'est pas. C'est une femme qui a élevé une fille extraordinaire. Une fille qui m'a sauvé la vie quand personne d'autre ne le pouvait. » Vivien attrapa son sac à main, clairement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. « Repose-toi. Nous en discuterons quand tu auras les idées plus claires. » Après son départ, Joël vérifia à nouveau son téléphone. Un autre message de Marcus Daniels, une adresse, une photo discrète d'une maison jaune avec un petit jardin devant, et un emploi du temps indiquant quand Nora rentrait habituellement du travail, quand June revenait de l'école. Des informations qui, entre de mauvaises mains, seraient invasives, mais pour Joël, c'était une carte menant à un trésor perdu. 2 jours plus tard, Joël sortit de l'hôpital. Il déclina l'offre de sa mère de séjourner au manoir Olay.
Au lieu de cela, il prit un taxi jusqu'à l'hôtel où son chauffeur lui avait laissé une voiture, un modèle simple, rien à voir avec les véhicules de luxe qu'il conduisait habituellement. « Êtes-vous sûr d'être assez bien pour conduire, monsieur Hollet ?» demanda la réceptionniste de l'hôtel, remarquant les mouvements encore prudents de Joël. « Je vais bien, » répondit-il, bien que son poignet, tout juste libéré de son plâtre, lui fit encore mal lorsqu'il serrait le volant. L'adresse se trouvait dans un quartier calme, à environ 20 minutes du centre-ville. Des rues bordées d'arbres, des maisons modestes mais bien entretenues, un endroit où les enfants pouvaient faire du vélo sur les trottoirs sans souci. Joël se gara à une distance sûre et observa la maison jaune. C'était le milieu de l'après-midi un mercredi. Selon les informations de Marcus, June rentrerait bientôt de l'école, marchant avec un petit groupe d'enfants et un accompagnateur. En attendant, il ouvrit la boîte à gants et sortit un petit paquet emballé dans du papier bleu. Il avait commandé le cadeau par téléphone, demandant à un assistant de l'acheter et de le livrer à son hôtel. 20 minutes plus tard, un groupe d'enfants apparut au coin de la rue. Joël reconnut immédiatement June. Les mêmes cheveux foncés, la même démarche énergique. Elle portait un uniforme scolaire bleu et un sac à dos coloré. Le groupe s'arrêta au coin et les enfants commencèrent à se disperser, chacun se dirigeant vers sa maison. June fit signe au revoir à ses amis et marcha seule les quelques derniers mètres jusqu'à la maison jaune. C'est alors qu'elle le vit. Joël était sorti de la voiture et se tenait sur le trottoir, le paquet emballé de bleu à la main, ne sachant pas trop comment procéder. Il ne voulait pas l'effrayer ni paraître suspect aux yeux des voisins. Mais June ne sembla pas effrayée. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et un immense sourire illumina son visage. « C'est l'homme de la cage !» cria-t-elle. À la surprise de Joël, elle laissa tomber son sac à dos par terre et courut vers lui. Joël eut à peine le temps de se préparer avant que June ne s'écrase contre ses jambes, le serrant dans ses bras sans hésitation. La douleur dans ses côtes encore en guérison fut éclipsée par la vague d'émotion qui le submergea. « Vous allez mieux !» s'exclama June, levant les yeux vers lui avec des yeux brillants. « Vous n'êtes plus dans la cage. » Joël rit, sincèrement touché par son accueil enthousiaste. « Non, je ne suis plus dans la cage. Les médecins m'ont réparé. »« Vous êtes venu voir notre maison ?» demanda June, lui prenant la main naturellement, comme s'ils étaient de vieux amis. « Je suis venu te voir, toi et ta maman, » admit honnêtement. « Elle est à la maison ?» June secoua la tête. « Elle rentrera plus tard. »« Mais Madame Peterson est là. » Elle montra la maison voisine. « Elle reste avec moi après l'école jusqu'à ce que maman rentre. » Comme si elle avait été appelée, une femme aux cheveux gris apparut à la porte de la maison jaune, clairement alarmée de voir June parler à un étranger. « June, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de parler aux inconnus ?» appela-t-elle en descendant précipitamment les marches. « Ce n'est pas un inconnu, » protesta June. « C'est l'homme que j'ai sauvé. Celui de la cage. » L'expression de la femme plus âgée changea instantanément en reconnaissant Joël grâce aux nouvelles. « Oh, monsieur, pardonnez-moi, je n'avais pas. »« Ne vous inquiétez pas, » dit gentiment Joël. « Vous avez raison d'être prudente. » Madame Peterson semblait partager entre le respect des protocoles de sécurité et la reconnaissance de la situation inhabituelle. « June, rentre à l'intérieur. Ta maman sera là dans 1 heure. »« Mais il est venu nous rendre visite, » intervint doucement Joël. « Je peux revenir plus tard, quand Madame White sera là. Je ne veux pas causer de problème. »« Reste, » insista June, lui tenant toujours la main. « Madame Peterson fait des cookies aux pépites de chocolat le mercredi. Ce sont les meilleurs. » La femme plus âgée rougit légèrement, puis sourit. « Eh bien, vu les circonstances, peut-être aimeriez-vous attendre sur la véranda Madame White ? Je peux vous apporter un café si vous voulez. » Joël accepta l'invitation et se retrouva bientôt assis sur la véranda de la maison jaune, une tasse de café à la main, avec June qui bavardait avec enthousiasme à ses côtés, lui montrant ses dessins d'école, parlant de ses amis et décrivant le papillon bleu qui avait disparu après ce jour-là. « Maman a dit qu'il était retourné dans la forêt, » expliqua June en grignotant un cookie. « Mais je crois qu'il est juste venu pour me mener à toi. » Puis il est parti parce que son travail était terminé. Joël sourit, touché par sa logique enfantine. « Alors je dois un double merci, au papillon et à toi. » 1 heure plus tard, une voiture s'arrêta devant la maison. Le cœur de Joël s'emballa lorsque Nora sortit, portant un dossier de travail et des sacs de course. Elle ne le vit pas immédiatement. Elle ouvrit le coffre, attrapa d'autres sacs. June courut vers elle, sautillant pratiquement d'excitation. « Maman, maman, devine qui est venu nous rendre visite. »
Nora leva les yeux, suivant le doigt pointé de June. Le choc sur son visage était évident. Le sac lui glissa des doigts, atterrissant sur le trottoir. Joël se leva de la chaise en osier, son corps encore endolori protestant contre ce mouvement soudain. Ils restèrent ainsi un moment, Nora figée près de la voiture, Joël sur la véranda, June entre eux, regardant de l'un à l'autre sans comprendre la tension soudaine. « Salut Nora », dit-il enfin, sa voix basse et incertaine. Madame Peterson, sentant l'intensité du moment, prit discrètement son sac à main. « Je serai chez moi, Nora. Si tu as besoin de quelque chose, tu sais où me trouver. » Elle passa devant Nora, lui serrant le bras de manière rassurante, et partit en jetant des regards curieux derrière elle. Joël descendit les marches, s'approchant avec hésitation. « Laisse-moi t'aider », offrit-il, se penchant pour ramasser les sacs de course tombés, ignorant la douleur dans ses côtes encore en guérison. Cela sembla sortir Nora de sa transe. « Non, tu ne devrais pas. Tes blessures ?» Leurs doigts se frôlèrent alors qu'ils attrapaient tous les deux le même sac. Un bref contact électrique, chargé de 7 ans d'absence. « Comment nous as-tu trouvés ?» demanda enfin Nora. « Un détective privé, admit Joël. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je devais vous voir toutes les deux, pour vous remercier correctement. » June observait leur échange avec intérêt. « Maman, il est venu nous voir. C'est pas cool, ça ?» Et Madame Peterson lui a donné des cookies. Nora regarda sa fille, puis Joël, clairement partagée par des émotions contradictoires. Finalement, elle prit une profonde inspiration et fit un geste vers la maison. « Voudrais-tu entrer ? Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Joël hocha la tête, soulagé. Il ramassa quelques sacs et suivit Nora et June dans la maison jaune. L'intérieur était exactement comme Joël l'imaginait. Un espace confortable avec des touches personnelles partout. Des photos de June sur les murs. Des livres pour enfants empilés sur une étagère basse. Un canapé avec des coussins colorés. Une vraie maison, pas seulement un endroit où vivre. Nora demanda à June de se laver les mains et de se changer pendant qu'elle rangeait les courses. Joël proposa son aide, et ils travaillèrent côte à côte dans la petite cuisine, un silence chargé flottant entre eux. « Tu as l'air bien, dit-il enfin. » Nora esquissa un faible sourire. « Tu as l'air vivant. Ce qui est une grande amélioration depuis la dernière fois que je t'ai vu. Ma mère m'a dit que vous aviez essayé de venir et elle nous a arrêtés. » Ce n'était pas une question. Joël soupira. « Je suis désolé pour ça. Vivien a toujours été protectrice. » C'est une façon de le dire, répondit Nora, fermant la porte du réfrigérateur plus fort que nécessaire. Le silence revint, plus lourd cette fois. Il y avait tant à dire, tant de questions, tant d'explications dues. Mais par où commencer ? Pourquoi maintenant ? Demanda enfin Nora. Après 7 ans, pourquoi revenir dans ma vie maintenant ? Avant que Joël ne puisse répondre, June revint précipitamment dans la cuisine, maintenant vêtue d'un short et d'un t-shirt imprimé de papillons. Le moment de la confrontation était reporté. « On peut lui montrer la maison, maman ?» demanda June. Nora hésita, puis hocha la tête. « Bien sûr, chérie, mais ne prends pas trop de temps. Je vais bientôt commencer le dîner. »« Tu restes dîner ?» demanda June en se tournant vers Joël avec des yeux pleins d'espoir. Il jeta un coup d'œil à Nora, qui haussa légèrement les épaules. « Si ta maman m'invite ? Tu peux rester, dit Nora, son ton plus doux maintenant. C'est la moindre des choses pour te remercier. » La visite de la maison fut rapide. Salon, cuisine, salle de bain, un petit bureau où Nora travaillait, et la chambre de June, que la fillette montra avec une fierté particulière. C'était un espace petit mais enchanteur, avec des murs bleu pâle, un lit drapé de tissu à motifs d'étoiles et des dessins partout. « J'ai fait tout ça, » déclara June en montrant ses œuvres. « Et celui-là, c'est toi. » Joël s'approcha d'un dessin qui se démarquait, une silhouette en costume à l'intérieur de ce qui ressemblait à une cage. À côté, une petite fille et un papillon bleu géant. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Une émotion qu'il ne pouvait nommer. « C'est vraiment bien, » dit-il, la voix légèrement tremblante. Sur le chemin du retour vers le salon, Joël remarqua une photo sur l'étagère qu'il avait manquée auparavant. Lui et Nora, 7 ans plus jeunes, souriant, bras dessous devant un lac. Il se souvenait de ce jour, un pique-nique improvisé peu avant son départ. Elle avait gardé cette photo, l'avait exposée toutes ces années. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda June, remarquant son intérêt pour la photo. « Le même homme que sur la photo que maman a dans son sac. » Joël regarda Nora, qui rougit légèrement. « Oui, c'est moi.
Il y a longtemps. Plus tard, alors qu'ils étaient assis dans le salon pendant que Nora finissait de cuisiner, June montra à Joël sa collection de livres et de jouets. Il écoutait avec un réel intérêt, émerveillé par la vie que Nora avait construite, par l'incroyable enfant qu'elle avait élevé seule. C'est alors que la question vint naturellement, alors qu'il regardait June aligner ses jouets préférés pour les lui montrer. « June, demanda-t-il doucement, si tu pouvais avoir n'importe quoi au monde, que demanderais-tu » La fillette marqua une pause, réfléchissant sérieusement. Ses yeux parcoururent la pièce, les jouets, les livres. Un instant, Joël pensa qu'elle pourrait souhaiter quelque chose d'extravagant. Un voyage à Disney, un vrai poney, un château. Une poupée de chiffon, répondit-elle finalement. Une à qui on peut brosser les cheveux. Joël cligna des yeux, surpris par la simplicité. C'est tout ? June hocha la tête, les yeux brillants. Maman a dit peut-être pour mon anniversaire, mais c'est encore loin. C'est quand, ton anniversaire ? Dans 3 mois, répondit-elle en levant 3 doigts. J'aurai 7 ans. 7. Le chiffre frappa Joël comme un coup de poing. Le même nombre d'années qu'il avait été loin de Nora. Il fit un rapide calcul mental, et quelque chose d'étrange vacilla dans son esprit. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre cette pensée, Nora les appela pour le dîner. Le repas fut étonnamment agréable. June mena la conversation, racontant des histoires de l'école, demandant à Joël ce que c'était que d'être dans une cage. Sombre et effrayant, répondit-il simplement, voulant savoir s'il avait des animaux de compagnie. Nora resta principalement silencieuse, les observant interagir avec une expression que Joël ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Après le dîner, alors que June allait se brosser les dents et se préparer pour le lit, Joël et Nora eurent enfin un moment seuls. « Elle est incroyable, dit-il, rompant le silence. Tu as fait un travail formidable, Nora. J'ai fait ce qu'il fallait faire, répondit-elle simplement. Seul. Le mot flottait entre eux, chargé d'accusations tacites. Je ne savais pas, commença Joël. Je n'ai jamais reçu tes lettres, tes appels. Je pensais que tu étais passé à autre chose. Nora secoua la tête, incrédule. Je t'ai cherché pendant des mois, Joël. J'ai appelé tous les numéros que j'avais. J'ai envoyé des lettres. Ta mère a dit que tu ne voulais plus de contact. Vivien s'est interposé, admit Joël, la culpabilité pesant sur lui. Je ne l'ai découvert que récemment. Quand je lui ai dit que je voulais te voir, te remercier pour June qui m'avait trouvé. Elle a avoué qu'elle avait intercepté nos communications, dit qu'elle avait fait ce qui était le mieux pour moi. Nora déglutit difficilement, les yeux brillants de larmes non versées. 7 ans, Joël. 7 ans qui ne reviendront pas. Avant qu'il ne puisse continuer, June revint en pyjama, demandant à Joël de lui lire une histoire pour s'endormir. Nora accepta à contre-cœur, et il suivit June dans sa chambre. Quand l'histoire fut terminée et que June était presque endormie, Joël se souvint du paquet bleu qu'il avait laissé dans la voiture. Il l'avait eu avec lui toute la soirée. « June, murmura-t-il, demain, je t'apporterai quelque chose de spécial. »« Quoi » marmonna-t-il, ensommeillé. « Une surprise, mais je te promets que tu vas aimer. »« Une poupée » murmura-t-elle. Joël sourit, touché par l'espoir dans sa voix. « Peut-être. »« Maman, dors. » Quand il quitta la chambre de June, Nora attendait dans le couloir. « Je devrais y aller, dit-il. J'ai déjà pris assez de ton temps. » Nora hocha la tête, le raccompagnant à la porte. Sur la véranda, ils s'arrêtèrent, se faisant face avec 7 ans d'absence entre eux. « Puis-je revenir demain ?» demanda Joël. « Il y a tant de choses dont nous devons parler. Tant de choses que nous devons comprendre. » Nora hésita, mais finit par accepter. « Oui, mais nous devons y aller doucement, Joël. Beaucoup de choses ont changé. »« Je sais. » Il fit un geste vers la maison. « Merci pour aujourd'hui, de m'avoir laissé entrer, de m'avoir laissé la rencontrer. » Nora savait qu'il ne parlait pas seulement de la maison. Alors que Joël retournait à son hôtel, il ne pouvait s'empêcher de penser à June, à son simple souhait, une poupée de chiffon avec des cheveux à brosser. Cette fille vivait dans une maison modeste avec une mère qui travaillait, probablement sans beaucoup de luxe. Il pouvait lui offrir le monde, des jouets chers, des voyages, tout ce que l'argent pouvait acheter. Pourtant, elle demandait quelque chose de si simple, quelque chose que n'importe quel enfant chérirait de la part de quelqu'un qui se soucie de lui. Cette fille aurait pu demander n'importe quoi, et elle avait demandé de l'amour, déguisé en jouet. Et Joël, conduisant dans la nuit, se promit qu'il ne décevrait pas June. Ni Nora. Pas cette fois.
Samedi matin se leva sous un ciel clair et un soleil doux. Nora se réveilla tôt, comme d'habitude, même le week-end. La visite de Joël la veille au soir avait laissé son esprit tourbillonner de questions. Elle prépara le petit déjeuner en pilote automatique. Œufs brouillés, toast, jus d'orange. Les bruits familiers du matin calmaient ses nerfs. La routine était un havre de paix. June dormait encore, serrant contre elle le petit cheval en bois que Joël lui avait donné à l'hôpital. Nora marqua une pause dans l'embrasure de la porte de sa fille, observant le visage paisible. Des cheveux foncés étalés sur l'oreiller, si semblables à ceux de quelqu'un d'autre. La sonnette retentit, la sortant de ses pensées. 10 heures du matin, trop tôt pour des visiteurs. Elle s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers la porte, le cœur battant inexplicablement la chamade. Joël se tenait sur le porche, tenant un grand paquet emballé dans du papier coloré avec un ruban rose. Il avait l'air différent aujourd'hui, plus détendu, portant un jean et une simple chemise bleue au lieu du costume qu'il portait autrefois toujours. « Bonjour », dit-il avec un sourire hésitant. « J'espère que je ne suis pas trop matinal. » Nora secoua la tête. « Non, ça va. June dort encore, mais entre. » Joël entra, posant le paquet sur la table du salon. Il semblait plus à l'aise, plus comme quelqu'un qui avait sa place dans cet espace. « Un café ?» offrit Nora. « Avec plaisir. » Ils s'assirent à la petite table de la cuisine. Joël regarda autour de lui l'espace confortable. Des rideaux à fleurs, les dessins de June scotchés au réfrigérateur, une plante suspendue au-dessus de l'évier. « Comment as-tu réussi ?» demanda Nora, rompant le silence alors qu'elle versait le café. « Quoi ?» « La poupée. Tu as à peine eu le temps. » Joël sourit en prenant une gorgée. « J'ai mes méthodes. Après être parti d'ici, j'ai passé quelques appels jusqu'à trouver le bon magasin. Le propriétaire a ouvert juste pour moi. » Les privilèges d'être Joël Holloway, remarqua Nora, une légère note ironique dans la voix. En fait, les privilèges d'être un homme désespéré de ne pas décevoir un enfant, corrigea doucement Joël. Nora hocha légèrement la tête, un peu gênée par sa supposition. Un autre silence tomba, moins gênant, mais toujours chargé de mots non dits. Le bruit de pas ensommeillés dans le couloir annonça l'arrivée de June. Elle apparut dans l'embrasure de la cuisine, se frottant les yeux, les cheveux en bataille. Quand elle vit Joël, son visage endormi s'illumina. « Tu es revenu !» s'exclama-t-elle en courant vers la table. « J'avais promis que je le ferais, n'est-ce pas ?» Joël sourit, surpris lorsque June grimpa sur la chaise à côté de lui sans hésitation. « Il y a quelque chose pour toi dans le salon ?» dit-il en échangeant un rapide regard avec Nora. « Vraiment ? Qu'est-ce que c'est ?» Les yeux de June brillaient d'excitation. « Et si tu prenais ton petit déjeuner d'abord ?» suggéra Nora en plaçant une assiette d'œufs brouillés devant sa fille. « Mais maman, ta mère a raison » intervint doucement Joël. La surprise ne va nulle part. June, à contre-cœur convaincu, dévora son petit déjeuner à une vitesse impressionnante. En un temps record, son assiette fut vide. « Fini. Je peux voir maintenant ?» Nora et Joël partagèrent un regard amusé. « Brosse-toi les dents d'abord » ordonna Nora. June vola pratiquement jusqu'à la salle de bain. Restés seuls à nouveau, Joël et Nora échangèrent un sourire. « Elle a toujours eu autant d'énergie ?» demanda Joël. « Toujours » confirma Nora. Depuis qu'elle est bébé, elle se réveillait en souriant. June revint en quelques minutes, les dents brossées, le visage lavé, portant un short et un t-shirt avec des étoiles. « Maintenant, je peux voir ?» « Bien sûr » dit Joël en se levant. « C'est dans le salon. » June s'élança, suivie de Joël et Nora à un rythme plus calme. Dans le salon, la fillette tournait autour de la grande boîte brillamment emballée, ses yeux évaluant sa taille et sa forme. « Tu peux l'ouvrir » lui dit Joël. Nul besoin d'une deuxième invitation. June déchira le papier d'emballage avec zèle. En quelques secondes, le papier jonchait le sol, révélant une grande boîte avec la photo d'une poupée de chiffon. « Une poupée avec des cheveux !» cria June en sautant d'excitation. Exactement comme j'avais demandé. Mais ce n'était pas n'importe quelle poupée. C'était une version premium, avec des accessoires supplémentaires, peignes, rubans, tenue de rechange, même une minuscule table à thé. « Ouvre-la ! Vite !» supplia June, contenant à peine son excitation. Joël s'agenouilla à côté d'elle, ignorant la douleur lancinante dans ses côtes encore en convalescence, et l'aida à sortir la poupée de la boîte.
Ensemble, ils la retirèrent, une création artisanale en tissu doux, de longs cheveux en laine, des yeux brodés et une robe méticuleusement détaillée. « Elle est magnifique », murmura June, berçant la poupée avec admiration. « Je vais l'appeler Bleu, comme le papillon. » Joël sourit, touché par le lien. « C'est le nom parfait. » Nora observait la scène avec une expression indéchiffrable. De la joie mêlée à quelque chose de plus profond. « June, que dit-on quand on reçoit un cadeau aussi spécial ?»« Merci », s'exclama June, jetant ses bras autour du cou de Joël dans une étreinte soudaine qui faillit le renverser. Joël se figea un instant, pris au dépourvu, avant de la serrer doucement dans ses bras. Son regard croisa celui de Nora par-dessus l'épaule de la fillette, un regard rempli d'émotions inexprimées. « De rien, ma puce, répondit-il enfin. Tu le mérites. » Les heures suivantes se déroulèrent dans un monde à part, un monde créé par June où sa nouvelle poupée était l'invité d'honneur. Joël se laissa entraîner dans cet univers sans résistance, laissant derrière lui l'homme d'affaires prospère pour devenir simplement un autre participant au jeu d'enfant. Dans le salon, transformé en salon de beauté improvisé, June coiffait soigneusement les cheveux en laine de la poupée tandis que Joël tenait des miroirs et des rubans selon ses instructions. « Tu as déjà brossé les cheveux d'une poupée avant ?» demanda June, entièrement concentrée sur sa tâche. « En fait, non », avoua Joël. « Je suis nouveau à ça. »« Je peux t'apprendre », offrit June, sérieuse. « C'est facile. Tu commences par les pointes et tu remontes. » Joël regardait, fasciné, June lui montrait, son petit visage plissé de concentration. Il y avait quelque chose de fascinant dans le sérieux avec lequel elle abordait cette simple tâche. Bientôt, la poupée eut une tresse sophistiquée décorée de rubans colorés. « Maintenant, c'est à ton tour de brosser », déclara June en tendant le peigne à Joël. « Je ne suis pas sûr de pouvoir faire aussi bien, hésita-t-il. Ça n'a pas besoin d'être pareil. Tu peux le faire à ta façon. » Avec de gros doigts maladroits, des mains habituées à signer des contrats et à serrer des mains lors de négociations, Joël tenta de copier les mouvements délicats que June lui avait montrés. Le résultat fut une tresse de travers avec des mèches qui dépassaient de partout. June l'examina d'un œil critique, puis sourit. « C'est bien pour une première fois. » Joël rit, surpris par sa bienveillance. « Merci. Je suppose que j'ai besoin de plus d'entraînement. »« C'est pas grave. Tu peux revenir demain et je t'apprendrai plus. » La simplicité de cette offre frappa Joël de manière inattendue. La facilité avec laquelle June l'incluait dans son monde, la supposition naturelle qu'il reviendrait, comme si sa place était là, avec elle. Dans la cuisine, où elle rangeait le déjeuner, Nora entendait les rires et la conversation. Plusieurs fois, elle arrêta ce qu'elle faisait juste pour écouter. Le grondement profond de la voix de Joël mêlé au babillage aigu et excité de June, une harmonie qu'elle n'avait jamais entendue auparavant mais qui sonnait étrangement familière. Après le déjeuner, le jeu évolua en une partie de thé imaginaire. Joël était assis sur une chaise trop petite pour sa taille, coiffé d'un chapeau en papier que June jugeait essentiel pour l'occasion. La poupée bleue tenait la place d'honneur avec sa nouvelle coiffure, tandis que June servait du thé dans des tasses vides et offrait des biscuits factices sur des assiettes en plastique. « Encore du thé, monsieur ?» demanda June d'une voix affectée, tenant une minuscule théière jouet. « Oui, s'il vous plaît, madame », répondit Joël, jouant le jeu si sérieusement que June éclatait de rire à chaque réplique. De la fenêtre de la cuisine, Nora observait Joël Holloway, le puissant homme d'affaires, perché sur une chaise d'enfant, coiffé d'un chapeau en papier, faisant semblant de boire du thé avec une fillette de 6 ans et sa poupée en tissu. C'est alors que les larmes commencèrent. Silencieuses, inattendues, coulant sur ses joues sans crier gare. Nora s'appuya contre l'évier, laissant l'émotion couler. Ce n'était pas seulement des larmes de tristesse, bien qu'il y eût de la douleur. Douleur pour cette année perdue, pour des moments comme celui-ci qui n'avaient jamais eu lieu. C'était aussi des larmes de soulagement, d'une vieille blessure enfin exposée à l'air. Pour la première fois, elle les voyait comme elle en avait rêvé autrefois, dans les premiers mois de sa grossesse, quand elle croyait encore que Joël reviendrait. Père et fille, liés par quelque chose de plus profond que les mots ou la connaissance, une connexion invisible que même 7 ans de séparation n'avaient pas effacée. Nora s'essuya rapidement le visage en entendant June l'appeler, l'invitant à se joindre à la partie de thé. Elle afficha un sourire et se rendit au salon, s'asseyant par terre avec eux, acceptant une tasse vide et complimentant le chapeau en papier de Joël. L'après-midi se déroula entre jeux, histoire et rire. June montra à Joël ses livres préférés, ses dessins, ses collections de pierres colorées et de feuilles séchées. Joël écoutait avec une fascination sincère,
posant des questions, traitant chaque petit trésor comme s'ils étaient aussi précieux que les contrats de plusieurs millions de dollars qu'il gérait autrefois. Et peut-être l'étaient-ils. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange, lorsque June céda enfin à l'épuisement, s'assoupissant sur le canapé, la poupée bleue fermement serrée contre elle. Joël la couvrit d'une couverture légère que Nora lui tendit. Elle a eu une sacrée journée, observa-t-il en regardant la fillette endormie. Je suppose qu'on l'a épuisée. Tu l'as rendue très heureuse, répondit Nora. Je ne l'ai jamais vue aussi excitée par quelqu'un. Joël sentit une chaleur lui envahir la poitrine. C'est une enfant incroyable, Nora. Tu as fait un travail extraordinaire. Nora fit un geste vers la véranda. Tu veux prendre l'air? June va probablement dormir un moment. La véranda de la maison jaune était petite mais accueillante. 2 chaises en osier côte à côte, des plantes suspendues au-dessus, des lumières de jardin qui s'allumaient automatiquement au crépuscule. Ils s'assirent en silence pendant quelques minutes, regardant le ciel s'assombrir. Merci pour aujourd'hui, dit enfin Nora. Pour le cadeau, pour avoir passé du temps avec elle. Ça a beaucoup compté pour June. Ça a beaucoup compté pour moi aussi, répondit Joël. Plus que je ne peux l'expliquer. Le silence revint, plus confortable maintenant, comme si quelque chose avait été réglé. Les lumières des maisons voisines commencèrent à vaciller, petites balises jaunes dans l'obscurité grandissante. Puis-je te demander quelque chose? Joël se tourna pour lui faire face. Bien sûr. Pourquoi gardes-tu toujours ma photo? Demanda-t-il doucement. June a dit que tu en avais une dans ton sac, et j'ai vu l'autre sur l'étagère, après tout ce silence. Nora regarda l'horizon pendant un long moment avant de répondre. Parce que même quand tout s'est effondré, j'avais besoin de croire que c'était réel. Sa voix était douce mais ferme. Que ce que nous avions eu n'était pas juste quelque chose que j'avais inventé. Que l'homme que j'aimais existait vraiment, même s'il était passé à autre chose sans moi. Joël ferma brièvement les yeux, absorbant ses paroles. Je pensais que tu m'avais oublié, admit-il. Quand je n'ai eu aucune réponse, quand les appels ont cessé, j'ai pensé que ce n'était qu'un chapitre de ta vie que tu préférais clore. Nora se tourna vers lui, surprise. Je n'ai jamais cessé d'essayer de te joindre, Joël. C'est moi qui n'ai eu aucune réponse. Que veux-tu dire? J'ai écrit. J'ai attendu. Sa voix devint plus intense. Pendant des mois, j'ai appelé tous les numéros que j'avais. J'ai envoyé des lettres à l'adresse que ta mère m'avait donnée. J'ai laissé des messages à des secrétaires, à des réceptionnistes. Rien. Le silence total. Joël déglutit, la réalisation s'imposant. Vivien. Oui. La confirmation vint amèrement, mais sans surprise. Ta mère. Elle m'a dit que tu avais choisi de passer à autre chose, que tu ne voulais pas de contact, que tu avais d'autres priorités maintenant. Elle a menti. La voix de Joël se durcit. Je n'ai jamais eu tes lettres. Je n'ai jamais su pour tes appels. Quand je lui ai posé des questions sur toi, elle a dit que tu avais cessé de me chercher, que tu étais passé à autre chose. Elle m'a montré un magazine, continua Nora, se souvenant clairement. Une photo de toi à un événement, bras dessus bras dessous avec une autre femme. Il a trouvé quelqu'un de son monde, m'a-t-elle dit. Et tu l'as cru? Que pouvais-je faire d'autre? Tu ne répondais jamais, n'appelais jamais. Nora se tourna pour lui faire face, la douleur évidente dans ses yeux. J'ai même essayé quand j'ai réalisé que j'étais enceinte. J'ai supplié ta mère de me donner tes coordonnées. Joël pâlit. Tu lui as dit que tu étais enceinte? J'ai commencé à... Elle m'a interrompu. Elle a demandé comment elle pouvait être sûre que le bébé était le tien. Elle a dit que tu ne voudrais pas savoir de toute façon. Un lourd silence suivit. 7 ans de vie façonnés par des mensonges, des choix faits sur de fausses informations. Je suis désolé, dit enfin Joël, de ne pas avoir réalisé ce qu'elle faisait, de lui avoir fait confiance quand elle a dit que tu étais passé à autre chose. Nora secoua lentement la tête. Je suis tombé dans le panneau aussi. J'ai cru que tu avais simplement choisi une autre vie. Joël tendit la main avec hésitation, effleurant les doigts de Nora sur l'accoudoir de la chaise, un contact délicat, presque timide. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-il doucement. Avec toute cette vérité? Nora ne retira pas sa main. Je ne sais pas. Je sais juste que je ne peux pas continuer à prétendre que tu n'es que l'homme que June a sauvé. Pas après aujourd'hui, pas après vous avoir vus ensemble. Je parlerai à Vivien demain, dit Joël, une décision claire dans sa voix. Je vais la confronter à ce qu'elle a fait.
Sois prudent, avertit Nora. Elle n'abandonnera pas facilement le contrôle. Elle l'a déjà perdu, répondit Joël avec une certitude qui les surprit tous les deux. Au moment où j'ai réalisé ce qu'elle avait fait, ce contrôle a pris fin. Elle ne le sait juste pas encore. La nuit les enveloppa, ombrageant la petite véranda d'une douce obscurité. Deux mondes qui avaient été tenus à l'écart pendant si longtemps commençaient à se reconnecter, prudemment mais avec espoir. Merci pour aujourd'hui, dit Joël, tenant toujours légèrement les doigts de Nora. C'était plus que je ne méritais. C'était exactement ce que June méritait, répondit Nora. Et peut-être ce dont nous avions tous besoin. Ils restèrent ainsi, côte à côte sur la véranda de la Maison Jaune, liés non seulement par le passé qu'ils avaient autrefois partagé, mais aussi par la vérité nouvellement découverte de ce qui s'était réellement passé, tous deux victimes du même silence orchestré par Vivien. Et pour la première fois en 7 ans, ce silence avait enfin été brisé. Le manoir Holloway se dressait imposant contre le ciel du matin, ses colonnes blanches et ses hautes fenêtres reflétant la lumière du soleil. Joël se gara dans l'allée circulaire, fixant la maison où il avait grandi. Elle n'avait jamais vraiment été un foyer, plutôt un monument aux ambitions de la famille qu'un lieu de chaleur. Après tout ce qu'il avait appris de Nora la veille, il savait exactement ce qu'il devait faire. Il ne pouvait plus repousser cette conversation. Le majordome ouvrit la porte avec sa formalité habituelle. « Monsieur Holloway, votre mère est dans la bibliothèque. » Joël le congédia d'un signe de tête et parcourut le couloir familier. Chaque pas résonnait sur le sol en marbre, égalant la résolution qu'il n'avait jamais ressentie aussi fortement. Il trouva Vivien assise dans son fauteuil préféré, lisant des rapports, des lunettes perchées sur son nez. À 60 ans, elle restait élégante et impérieuse, les cheveux parfaitement coiffés, des perles à son cou, une posture impeccable. « Joël » dit-elle en levant les yeux avec un sourire soigneusement mesuré. « Quelle agréable surprise. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. » « Nous devons parler, » répondit-il, restant debout. Quelque chose dans son ton fit légèrement vaciller le sourire de Vivien. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de Nora. À propos des lettres qu'elle m'a envoyées il y a 7 ans. À propos des mensonges que tu as racontés. » Un lourd silence emplit la bibliothèque. À travers la grande fenêtre, le soleil projetait des ombres de livres sur les étagères, créant des motifs géométriques sur le tapis persan. « Je ne vois pas à quoi tu fais référence, » dit enfin Vivien, bien que sa voix trahît une tension rarement entendue. « S'il te plaît, » dit Joël en s'approchant. « N'insulte pas mon intelligence. J'ai parlé à Nora hier. Nous avons comparé nos histoires. » Vivien retira lentement ses lunettes, les pliant avec une précision méthodique, gagnant du temps pendant qu'elle recalculait son approche. « Je vois que tu l'as retrouvée, malgré mes conseils, » dit-elle, une note de déception étudiée dans la voix. Ce n'était pas un conseil, mère. C'était de la manipulation. Comme tant de fois auparavant. Joe, tu es émotionnellement vulnérable après ce qui s'est passé, argumenta Vivien en se levant. Cette femme profite de toi. Arrête, l'interrompit Joël avec une fermeté qui les surprit tous les deux. Tu n'as aucun droit de parler d'elle comme ça. Pas après ce que tu as fait. Un silence tendu suivit. Vivien étudia son fils comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Il y avait une nouvelle résolution dans ses yeux, une détermination jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que tu crois exactement que j'ai fait ?» demanda-t-elle finalement. « Tu as intercepté les lettres de Nora, bloqué ses appels, lui as dit que je ne voulais pas de contact, et tu m'as dit qu'elle était passée à autre chose. » Vivien ne répondit pas tout de suite. Un instant, elle sembla envisager de tout nier. Puis quelque chose changea dans son expression. Pas du regret, mais de la résignation, comme si elle réalisait que la partie était terminée. « Tu étais jeune, » dit-elle enfin. « Tu avais tout ton avenir devant toi. Des opportunités qui ne pouvaient pas être gâchées pour une amourette d'adolescent. Alors tu l'admets, » dit Joël. Pas de surprise, juste la confirmation de ce qu'il savait déjà. « J'ai fait ce que toute mère ferait. J'ai protégé ton avenir. » Joël secoua la tête, incrédule. Ce n'était pas de la protection. C'était du contrôle. Tu as décidé ce qui était le mieux pour moi, sans me donner le choix. Tu aurais ruiné ta vie, dit Vivien, sa voix se durcissant. Cette fille, cette relation, elle ne correspondait pas à tes objectifs, à ton potentiel. Je devais protéger ton avenir. La vérité, enfin révélée, flottait entre eux comme un voile déchiré. Joël regarda sa mère, le visage familier révélant maintenant une froideur calculée qu'il avait choisi de ne pas voir auparavant. Et ce faisant,
Tu as détruit ce que je voulais le plus vivre, répondit-il, la voix basse mais ferme. Vivien s'approcha, lui touchant le bras, un geste maternel qu'elle utilisait souvent pour calmer les désaccords, pour reprendre le contrôle. Regarde tout ce que tu as accompli, Joël. L'entreprise, le succès, le respect, tout ce dont nous rêvions. Tout ce dont tu rêvais, corrigea-t-il en se dégageant de son contact. Tu n'as jamais demandé ce que je voulais vraiment. Tu étais trop jeune pour savoir ce que tu voulais. Et maintenant? Suis-je encore trop jeune? Ai-je encore besoin que tu décides ce qui est le mieux pour moi? Joël se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins méticuleusement conçus, si contrôlés, si artificiels, comme la vie que sa mère avait planifiée. Combien d'autres décisions as-tu prises pour moi? Demanda-t-il. Combien d'opportunités, de relations, d'expériences as-tu filtrées parce qu'elles ne correspondaient pas à ta vision de ma vie? Le silence de Vivien fut une réponse suffisante. Je vais faire mes valises, dit Joël en se dirigeant vers la porte. Je ne reviens pas dans cette maison. Où vas-tu loger? La panique perçait dans sa voix. Avec cette femme? Avec cet enfant? Mes décisions ne te regardent plus. Joël, s'il te plaît, insista Vivien, le suivant dans le couloir. Réfléchis à ce que tu fais. Ne jette pas tout ce que nous avons construit par sentimentalisme. Joël s'arrêta, se tournant pour lui faire face une dernière fois. Il n'y avait pas de colère dans son regard, juste un calme surprenant. Je ne jette rien. Je commence à construire quelque chose pour moi-même, quelque chose de réel. Il monta les escaliers jusqu'à son ancienne chambre, rassemblant quelques vêtements et effets personnels dans une seule valise. Quand il redescendit, Vivien attendait dans le hall, composé, mais avec des yeux qui trahissaient son inquiétude. « Tu le regretteras », dit-elle alors que Joël se dirigeait vers la porte. « Quand tu réaliseras l'erreur que tu commets. La seule erreur que j'ai commise, c'est de te laisser décider de ma vie pendant si longtemps. » En quittant le manoir au lait, Joël sentit le poids de décennies d'attente tomber de ses épaules. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il faisait véritablement son propre choix, et c'était la chose la plus libératrice qu'il ait jamais vécue. La pluie tombait à verse lorsque le détective Brennan appela Joël. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa confrontation avec Vivien, et Joël logeait dans un hôtel près de la maison de Nora. Bien qu'elle lui ait offert la chambre d'amis, ils avaient convenu qu'ils avaient besoin de temps, pour June, pour eux-mêmes, pour digérer tout ce qui se passait. Monsieur Holloway, la voix de Brennan semblait urgente. Nous avons de nouveaux développements dans votre affaire, des développements significatifs. Pouvez-vous venir au poste de police aujourd'hui? Avez-vous découvert qui était derrière l'enlèvement? Le cœur de Joël s'accéléra. Nous préférions en parler en personne. Et vous voudrez peut-être amener votre avocat. 1 heure plus tard, Joël et son avocat d'entreprise, Martin Wells, franchissaient les portes du poste de police centrale. L'endroit était animé, typique d'un lundi après-midi. Mais Joël remarqua à peine l'agitation. Son esprit était fixé sur une seule chose, apprendre enfin qu'il avait retenu captif pendant 3 semaines. Brennan les reçut dans une salle de réunion, pas une salle d'interrogatoire typique. Bon signe, pensa Joël. À côté de lui était assis Marcus Daniels, le détective privé que Joël avait engagé pour retrouver Nora et enquêter également sur l'enlèvement aux côtés de la police. Monsieur Holloway, Monsieur Wells, merci d'être venu si rapidement, commença Brennan, posant un épais dossier sur la table. Nous travaillons avec Monsieur Daniels depuis 48 heures, et les résultats sont surprenants. Marcus se pencha en avant. Joël, nous savons qui a fait ça. Et nous avons des preuves solides. Qui? Joël chuchota presque la question. Brennan fit glisser une photographie sur la table. Le visage familier glaça le sang de Joël. Graham Voss. Son partenaire depuis 8 ans, son ami d'université. L'homme qui assistait aux événements d'entreprise en tant qu'invité d'honneur, qui dînait chez lui, qui connaissait chaque détail de sa vie personnelle et professionnelle. Ça n'a aucun sens, murmura Joël, fixant la photo. Graham? Êtes-vous sûr? Marcus hocha la tête solennellement. Absolument. Nous avons retracé des transactions financières, des relevés téléphoniques et des mouvements de véhicules. Il a engagé les hommes qui vous ont capturé, loué le terrain vague par le biais d'une société écran et fabriqué un alibi en quittant la ville aux dates critiques. Mais pourquoi? Joël ne parvenait toujours pas à assimiler la trahison. Il a tout. C'est un partenaire majeur dans l'entreprise. Il a des parts dans chaque transaction. Il a... Ce n'était pas assez, interrompit Brennan, ouvrant le dossier.
D'après les preuves, y compris des emails et des messages de ces appareils, Voss avait l'intention de prendre entièrement le contrôle de Hawley Enterprises. Votre disparition était la première étape. Martin Wells, l'avocat, parcourut les documents. Combien de temps comptait-il vous garder disparu? D'après ce que nous avons trouvé, au moins 2 mois, expliqua Marcus. Assez longtemps pour que vous soyez officiellement déclaré disparu, ce qui lui permettrait de déclencher certaines clauses de votre contrat de partenariat. Joel se souvint de la révision du contrat de l'année précédente. Graham avait insisté pour ajouter des clauses de contingence au cas où l'un des partenaires deviendrait incapable pendant une période prolongée. À l'époque, cela semblait prudent. Maintenant, le mobile sinistre était clair. Que se serait-il passé après 2 mois? Demanda Joel, bien qu'il se doutât de la réponse. Marcus et Brennan échangèrent un regard. Brennan répondit, « Nous n'avons pas trouvé de plans explicites pour une issue finale, mais il y avait des recherches sur son ordinateur concernant la décomposition des corps et des zones reculées à quelques heures de la ville. » Joel ferma brièvement les yeux, absorbant cette révélation. Graham ne l'avait pas seulement trahi. Il avait planifié son meurtre. A-t-il agi seul? Demanda Joel, reprenant son sang-froid. D'après ce que nous avons découvert, oui, confirma Marcus. Les hommes engagés pour la capture n'avaient aucune idée de qui vous étiez réellement. On leur avait dit que vous étiez un débiteur et qu'il fallait vous garder en vie jusqu'à nouvel ordre. Ils ont été payés par des comptes offshore que nous avons retracés jusqu'à Voss. Nous avons arrêté ces hommes il y a 2 jours, ajouta Brennan. Ils ont avoué et identifié Voss comme le cerveau de l'opération. Martin Wells se leva, ajustant son costume. Et Graham Voss a-t-il déjà été placé en garde à vue? Nous sommes en route pour l'arrêter maintenant, dit Brennan. Nous voulions vous en informer d'abord, monsieur Holloway. Étant donné à quel point cette trahison est personnelle. Il hésita un instant. Nous avons pensé que vous voudriez peut-être être là. Joel y réfléchit. Graham Voss, l'homme qu'il connaissait depuis ses 20 ans, qui avait été témoin de son ascension dans les affaires, qui, apparemment, l'enviait au point de comploter sa mort. Oui, décida-t-il. Je veux le voir quand il sera arrêté. Le bureau de Hawley Enterprises occupait les 5 derniers étages d'un gratte-ciel du centre-ville. Joel connaissait chaque couloir, chaque pièce, chaque détail de l'endroit qu'il avait construit à partir de rien. Maintenant, il suivait Brennan et 2 officiers en uniforme jusqu'au niveau de la direction, où Graham se trouvait probablement. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent à la vue de Joel entrant avec la police. « Monsieur Hawley, nous ne savions pas que vous seriez là aujourd'hui. » Graham est-il dans son bureau? Demanda Joel, ignorant les regards curieux des employés qui commençaient à se rassembler. Oui, en réunion avec le département financier, balbutia la jeune femme. Joel fit signe à Brennan, qui s'avança avec les officiers. Dans la salle de conférence principale, Graham Voss se tenait devant une présentation PowerPoint, gesticulant avec animation devant un groupe de cadres. À la vue de Joel, il pâlit. « Joel, dit-il, forçant un sourire. Je ne savais pas. Graham Voss, interrompit Brennan, s'avançant avec un papier à la main. Vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement et la séquestration illégale de Joel Holloway, ainsi que pour complot en vue de commettre un homicide. Le silence fut absolu. Les cadres regardaient Graham, puis Joel, stupéfait. Graham, un instant, parut sur le point de tout nier. Puis il vit Marcus entrer dans la pièce avec une boîte de preuves, et quelque chose dans ses yeux changea. Tu n'étais pas censé être retrouvé si tôt, dit-il enfin, étonnamment calme. C'était un plan parfait. Plan? Un des cadres se leva. De quoi parle-t-il, Joel? Il m'a enlevé et a planifié ma mort pour prendre le contrôle de l'entreprise, répondit Joel, les yeux fixés sur l'homme qu'il avait autrefois appelé son ami. Poussé par l'envie et la soif de pouvoir. C'est plus compliqué que ça, protesta Graham alors que les officiers lui passaient les menottes. Tu as toujours tout eu si facilement, Joel. Le nom, l'argent de la famille, les relations. J'ai travaillé 2 fois plus dur pour la moitié de ta reconnaissance. Joel ne dit rien. Il n'y avait rien à dire pour justifier une telle trahison. Vous avez le droit de garder le silence? Commença Brennan, récitant ses droits Miranda alors qu'il conduisait Graham hors de la salle de conférence. Les employés regardaient, choqués, Graham être emmené dans le couloir, menotté. Il gardait la tête haute, mais évitait le contact visuel avec quiconque. Joel suivait à quelques pas derrière, ne ressentant ni triomphe ni plaisir,
seulement un profond épuisement, curieusement, un soulagement. Ce soir-là, après avoir traité avec la presse et rassuré les investisseurs alarmés, Joël se rendit à la Maison Jaune. Nora attendait sur la véranda, ayant suivi les événements de la journée aux informations. « Comment vas-tu » demanda-t-elle lorsqu'il s'assit à côté d'elle. « Toujours en train de digérer » admit Joël. 8 ans d'amitié, dîner, voyage, confidence, et pendant tout ce temps, il t'enviait. Apparemment, dans les emails qu'ils ont trouvés, il m'appelait le chanceux qui n'a jamais apprécié ce qu'il avait. Joël soupira, passant une main sur son visage fatigué. Peut-être qu'il avait raison sur ce point. Nora ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse facile à une trahison aussi profonde. La porte d'entrée s'ouvrit et June sortit en pyjama, tenant la poupée bleue. « Maman a dit que tu avais des nouvelles », dit-elle en s'asseyant sur la marche en dessous d'eux. Joël échangea un regard avec Nora, qui hocha légèrement la tête. « Oui », répondit-il en choisissant ses mots avec soin. « Nous avons découvert qui m'a mis dans cette cage. C'était quelqu'un que je croyais être mon ami, mais il voulait prendre ma place et garder mes affaires. » June fronça les sourcils, assimilant la complexité avec une facilité que seuls les enfants possèdent. « Et il est allé en prison, comme dans les livres. » « Oui, il a été arrêté. La police a trouvé toutes les preuves. » « Alors, c'est fini ?» Joël jeta un coup d'œil au ciel nocturne, aux étoiles qui brillaient après la pluie de la journée. Il imagina Graham conduit dans une cellule, Vivien isolé dans son manoir, les années perdues qui ne reviendraient jamais. « C'est fini, dit-il enfin. »« Quoi ?» demanda June en serrant sa poupée. Joël regarda Nora, puis June, ressentant une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « La partie sombre de l'histoire, dit-il doucement. Maintenant, nous pouvons commencer un nouveau chapitre. » June parut satisfaite. Pour elle, c'était simple. Les méchants étaient vaincus. Le héros était en sécurité. Et la vie serait meilleure à l'avenir. Joël enviait cette simplicité, cette certitude enfantine. L'été arriva en force, peignant le ciel d'un bleu éclatant et inondant les jardins d'explosions de couleurs. 4 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Graham Voss. 4 mois de changement, d'ajustement et de découverte. Le parc de la ville était bondé en ce dimanche ensoleillé. Des familles s'étalaient sur les pelouses, des enfants poursuivaient des cerfs-volants, des couples se promenaient main dans la main le long des allées ombragées. Dans un coin plus calme, à l'abri d'un grand chêne, Joël étendit une couverture à carreaux sur l'herbe. « C'est un bon endroit ?» demanda-t-il en regardant Nora qui portait le panier de pique-nique. « Parfait », répondit-elle en posant le panier. « Juste assez d'ombre, mais on peut toujours voir le lac. » June courut quelques mètres plus loin, poursuivant une libellule qui planait au-dessus des fleurs sauvages. Son rire joyeux résonnait dans l'air, si insouciant que tous ceux qui se trouvaient à proximité souriaient automatiquement. « June, viens nous aider à nous installer », appela Nora, sortant des récipients de nourriture du panier. La fillette revint en courant, les joues rouges de soleil et d'excitation. Au cours des derniers mois, June s'était encore plus épanouie. La présence constante de Joël dans sa vie avait ajouté une nouvelle couche de sécurité et de bonheur. Leur partie de thé imaginaire avait maintenant un participant régulier, les histoires du soir mettaient en scène de nouvelles voix et les week-ends étaient devenus des aventures à 3. « Je peux mettre les serviettes ?» demanda June, fouillant déjà dans le panier. « Bien sûr, chérie. Ensuite, tu pourras aider ton papa avec les gobelets. »« Ton papa ?» Le mot sonnait encore nouveau, bien que June l'utilisât depuis près de 2 mois. Joël se souvenait très bien du jour où elle lui avait demandé, au petit déjeuner, si elle pouvait l'appeler ainsi. Nora s'était figée, la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres, attendant sa réponse. Joël, la gorge nouée par l'émotion, avait simplement hoché la tête, incapable de parler. La transition n'avait pas été facile. Après le procès de Graham, où il avait plaidé coupable en échange d'une peine plus légère, Joël avait partagé son temps entre la reconstruction de l'entreprise et la construction d'une relation avec sa nouvelle famille. Au début, ils avaient des dîners réguliers et des week-ends ensemble. Puis vinrent les nuits passées sur le canapé lorsque les histoires du soir s'éternisaient. Finalement, il y a 6 semaines, il avait officiellement emménagé. Ses affaires se mêlant à celles de Nora dans la Maison Jaune qui ressemblait maintenant à un véritable foyer. La vérité sur la paternité de Joël avait été révélée à June progressivement. Nora et Joël étaient d'accord qu'elle méritait de savoir, mais ils voulaient gérer cela avec soin. Finalement, June avait simplifié les choses. « Je savais déjà.
avait-elle dit, surprenant les deux adultes qui avaient minutieusement planifié la conversation. Nous avons le même nez et nous aimons les mêmes histoires. Et parfois, tu fais la même tête que moi quand je réfléchis. La perception d'un enfant, libre des filtres compliqués de l'âge adulte, rendait tout plus clair. J'ai fait un sandwich spécial pour toi, papa, dit maintenant June, lui tendant un paquet soigneusement emballé. Il y a plus de confiture, juste comme tu aimes. Joël sourit en acceptant le cadeau. Merci, ma chérie. Ça a l'air délicieux. Nora les regardait avec un mélange de joie et d'émerveillement. Elle avait encore des moments où tout cela lui semblait un rêve. Joël assis à côté d'eux pour un pique-nique dominical, sa fille l'appelant papa, la façon naturelle dont ils formaient une famille. Comme si cette année de séparation n'était qu'une parenthèse dans l'histoire qu'ils étaient toujours censés vivre. « À quoi penses-tu » demanda Joël, remarquant son regard lointain. « Comment nous en sommes arrivés là » répondit-elle en ouvrant un thermos de limonade. « À tous les et si qui auraient pu empêcher cela de se produire. » Joël hocha la tête, comprenant. Et si June n'avait pas suivi ce papillon? Et s'il était mort dans cette cage? Et s'il n'avait jamais découvert la vérité sur Vivien? Mais nous sommes là, dit-il simplement, prenant la main de Nora et la serrant doucement. C'est tout ce qui compte. Le déjeuner se déroula entre conversations légères et rires. Joël parla de nouveaux projets à l'entreprise, maintenant réorganisés après le départ de Graham. La condamnation de Graham avait fait les gros titres partout. Mais Oley Enterprises se remettait bien, soutenu par de nouveaux investisseurs et une confiance renouvelée du marché. Nora parla de son travail dans le marketing, où elle avait récemment été promue. Des années de monoparentalité avaient forgé une détermination maintenant reconnue professionnellement. June partagea des histoires de l'école, ses amitiés, ses découvertes quotidiennes. Son enseignante avait noté des changements positifs au cours des derniers mois. La fillette avait toujours été brillante, mais maintenant elle rayonnait d'une nouvelle confiance et d'un nouveau calme. Sarah a dit que ma famille est différente, mentionna June en croquant une pomme. Parce que vous étiez séparés et que vous vous êtes remis ensemble. Elle a dit que ses parents ont divorcé et ne veulent plus jamais se voir. Joël et Nora échangèrent des regards incertains, ne sachant comment répondre. Une fois de plus, ce fut June qui offrit la sagesse dont ils avaient besoin. Je lui ai dit, chaque famille a sa propre histoire. Et la nôtre, c'est comme ces livres où il faut traverser des choses difficiles avant d'avoir une fin heureuse. Joël sentit son cœur gonfler. Comment quelqu'un de si jeune pouvait-il comprendre quelque chose que tant d'adultes ne saisissaient jamais? Après avoir fini de manger, Joël s'allongea sur la couverture, utilisant le sac à dos comme oreiller. June se blottit à côté de lui, et ensemble ils commencèrent à chercher des formes dans les nuages. Celui-là ressemble à un dragon, pointa Joël. Non, c'est un cheval avec des ailes, corrigea June. Un Pégase. Oui. Comment savais-tu? Joël sourit en ébouriffant les cheveux de sa fille. Je lisais beaucoup d'histoires quand j'avais ton âge. Nora les regardait, les jambes croisées, sirotant de la limonade. Même maintenant, il y avait des moments où tout cela lui semblait surréaliste, la fluidité avec laquelle Joël et June s'étaient connectés, comme si le lien du sang était plus fort que les années de séparation. Les derniers mois n'avaient pas été que soleil. Il y avait eu des ajustements difficiles, des conversations douloureuses et des moments d'insécurité. Vivien était toujours un sujet sensible. Bien qu'elle ait tenté de se réconcilier, la relation restait tendue, la confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire. Joël avait insisté pour une thérapie familiale. « Je ne veux pas répéter les anciennes erreurs », avait-il expliqué. « Je veux faire les choses bien. » Cela s'avéra un choix judicieux. Les séances les aidèrent tous les trois à naviguer dans les eaux complexes de la formation d'une famille. Les aspects pratiques de la fusion de deux vies d'adultes posaient également des défis. Nora, habituée à prendre toutes les décisions seule, luttait parfois pour partager les responsabilités. Joël, accoutumé à l'indépendance, se sentait occasionnellement déplacé dans les routines que Nora et June avaient établies. Mais jour après jour, les petits obstacles étaient surmontés, et la nouvelle dynamique devenait plus naturelle. Soudain, June se leva, les yeux écarquillés, fixant quelque chose au-dessus d'eux. « Regardez, regardez » cria-t-elle en pointant l'air. « C'est elle, le papillon bleu. » Joël et Nora suivirent son regard. Flottant gracieusement au-dessus des fleurs voisines se trouvait un papillon aux ailes d'un bleu vif, chatoyant comme des morceaux de ciel sous le soleil. « Tu crois que c'est le même » demanda Nora en se levant pour mieux voir. « J'en suis sûre. » June fit quelques pas vers lui,
qui ne s'envola pas. C'est le même qui m'a mené à papa ce jour-là. Joël les rejoignit, observant le papillon tournoyer au-dessus d'eux trois, presque comme s'il inspectait la famille nouvellement unie. Elle savait, dit June avec une conviction absolue, propre aux enfants. Elle m'a mené directement à toi. Le papillon se posa brièvement sur une fleur voisine, ouvrant et fermant lentement ses ailes, comme pour reconnaître les paroles de June. Peut-être qu'elle est venue vérifier si on avait fait du bon travail, suggéra Joël, passant son bras autour des épaules de Nora. Si on a réparé ce qui était cassé, on l'a fait ? Demanda June, regardant entre eux. Nora sourit, ses yeux rencontrant ceux de Joël. Sans un mot, elle glissa sa main dans la sienne, leurs doigts s'entrelaçant, une habitude facile prise au cours des derniers mois. Oui, répondit Nora. Mais nous ne l'avons pas réparé pour que les choses redeviennent comme avant. Nous avons construit quelque chose de nouveau, ajouta Joël. Quelque chose de plus fort. Le papillon s'envola à nouveau, encerclant la petite famille une dernière fois avant de s'élever dans le ciel, ses ailes d'un bleu éclatant se fondant dans le bleu infini au-dessus. June lui fit signe au revoir, comme si le papillon pouvait voir le geste. Merci, murmura-t-elle au vent. Joël réfléchit au symbolisme de cette minuscule créature, un insecte apparemment fragile qui avait changé le cours de 3 vies par son vol fantasque. Pouvait-il y avoir un but à cela ? Ou était-ce simplement le hasard à l'œuvre de manière mystérieuse ? Quelle que soit la réponse, il se sentait profondément reconnaissant. Sur le chemin du retour, June s'assoupit sur la banquette arrière, épuisée par ses courses au soleil. Nora était au volant tandis que Joël regardait par la fenêtre, admirant les rues familières du quartier qu'il appelait maintenant chez lui. « À quoi penses-tu » demanda Nora, remarquant son silence pensif. « À la chance que nous avons, répondit-il. Combien de personnes ont une seconde chance comme nous ? Ce n'était pas seulement de la chance, dit doucement Nora. C'était aussi un choix. Tu aurais pu prendre un autre chemin quand tu as appris la vérité. Joël hocha la tête, comprenant ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas seulement le destin qui les avait réunis. Pas seulement la bravoure de June à suivre un papillon, la persistance de Nora à garder cette photo, la résolution de Joël à affronter sa mère et à choisir sa propre voie. C'était le courage de regarder en arrière, d'affronter le passé honnêtement, et de choisir quand même d'avancer, ensemble. Quand ils arrivèrent à la maison jaune, l'endroit qui appartenait maintenant à tous les trois, Joël porta June endormie à l'intérieur. Nora suivit avec le panier de pique-nique, regardant avec quelle douceur il lui retirait ses chaussures avant de la couvrir d'une couverture légère. Plus tard, ils s'assirent sur la véranda sous un ciel étoilé, et Joël tint la main de Nora entre les siennes. « Merci » dit-il simplement. « Pourquoi ? De ne pas avoir abandonné. D'avoir élevé notre fille avec tant d'amour. De m'avoir laissé revenir. » Nora appuya sa tête sur son épaule, son corps s'ajustant naturellement contre le sien, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. La famille Olay était de retour, non pas à ce qu'elle était avant, mais à quelque chose de nouveau, de plus fort, construit sur l'amour, la vérité et le choix conscient. Et quelque part, peut-être, un papillon bleu observait, satisfait d'un travail bien fait. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un pouce bleu, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.